Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment? Comment les interpréter? Comment leur donner de la fiabilité? Comment en apprendre quelque chose? Donc c'est ce dont parlera le live de ce soir. Donc on va laisser quelques minutes aux uns et aux autres pour arriver dans ce live. Voilà, en attendant, je mets comme d'habitude de l'autre côté mon ordinateur pour pouvoir suivre vos commentaires au mieux, parce que sur le téléphone c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas pendant ce temps à venir, à me faire pour le bug, j'ai une connexion un peu tournée, donc j'espère que ça va aller pour ce live. Donc je vous raccueille une nouvelle fois, j'espère que vous êtes bien. Bonsoir Audrey, bienvenue dans le live. J'espère que le thème de ce soir va vous intéresser et que vous allez avoir plein de questions. Donc comme d'habitude, hein, pendant le propos, voilà, j'ai un certain nombre de notions à vous transmettre. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, à me demander si vous ne comprenez pas ce que je dis, si c'est trop flou, si vous voulez des explications complémentaires. Je suis là vraiment pour vous. Moi, encore une fois, j'ai un certain nombre de notions que j'ai prévu de vous transmettre. Mais voilà, je suis à votre disposition. Donc voilà, ce live, il est vraiment là pour vous. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Et si je vous dis pas tout ce que j'avais prévu de dire, bah c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc bonsoir Audrey, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que tes camarades vont venir aussi participer à ce live pour que ça soit un peu enrichissant. Est-ce que toi, la thématique finalement des rêves, c'est quelque chose qui t'intéresse Audrey, puisqu'on est que toutes les deux ou pas loin. Les autres, manifestez-vous si vous êtes là. Mais en tout cas, voilà, vu qu'on n'est pas nombreux, faut pas hésiter à le dire. Si les rêves ça t'intéresse, si tu as déjà des questions, des idées qui te sont venues quand tu as vu la thématique, ou même les autres, si vous avez vu la thématique des rêves et qu'il y a des questions qui vous sont venues, n'hésitez pas à les poser dès à présent pour finalement que je trie un peu dans tout ce que j'ai prévu de vous dire pour ne cibler que ce qui vous intéresse vraiment. Bonsoir Émilie, bienvenue, bienvenue parmi nous. Donc, comme je vous disais, on va attendre quelques minutes que les autres arrivent parce que là, bon, on est 5 là sur mon compteur. J'espère qu'on va être beaucoup plus nombreux parce qu'encore une fois, les rêves, ça concerne tout le monde. Vous allez voir qu'on rêve tous, même ceux qui ont l'impression de ne pas rêver. Eh bien oui, vous rêvez parce qu'en fait, c'est quelque chose de fonctionnel, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que tous les êtres humains font. Et on verra que même certains, finalement, certains mammifères rêvent. Je vous expliquerai une expérience, j'avais pas prévu de le dire, mais je me le note, l'expérience avec les petits chats. Hop, je vous expliquerai ce qui leur arrive à ces petits chats qui rêvent. Donc, oui, bah oui, dès qu'il y a des petits chats, du coup, il y a des petits likes. Ça, c'est le côté chat, ça fait mignon, c'est mignon, on aime bien les petits chats. Donc, comme je le disais, on va commencer le propos parce qu'il est 20h05 maintenant. Donc, on va parler ce soir des rêves parce que bah, c'était votre demande. Déjà, c'est vous qui m'avez fait penser à ce thème, qui me l'avez demandé. Donc, c'était important pour moi aussi, bah, du coup, de coller à votre demande, à votre besoin. Et dans tous les cas, c'est une thématique qui m'intéresse. Donc, vous allez voir qu'on va se régaler ce soir. Donc, pour commencer, déjà, il faut faire la différence entre deux types de rêves. Vous verrez qu'il y a d'autres typologies de rêves plus tard, mais en tout cas, il faut faire déjà une grosse différence quand on parle de rêves. On a tendance à parler des rêves qu'on peut faire la journée. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire la journée, puis il y a quelque chose qu'on peut faire la nuit. Alors, bien évidemment, mon propos de ce soir sera plus sur les rêves nocturnes, mais je vais juste vous parler quelques instants des fois où on appelle ça rêve et où c'est dans la journée. Donc, quand on parle de rêve diurne, il peut s'agir en fait de deux choses. Soit on appelle ça rêve parce que c'est une idée qui est tellement ambitieuse ou tellement loin de nous, ou qui paraît tellement folle, tellement irréaliste que finalement on appelle ça rêve et du coup on appelle ça rêve en opposition finalement à la réalité, c'est-à-dire que c'est soit hyper loin de la réalité, soit totalement irréaliste, et du coup on appelle ça rêve. Par exemple, vous, j'imagine que les uns les autres, vous avez des rêves dans votre vie, vous rêvez, je sais pas, je peux rêver d'être une princesse, je peux rêver d'aller sur la lune, je peux rêver je sais pas, de gagner 1 million d'euros, je peux rêver... je peux être dans une situation qui me semble totalement bizarre, d'arriver dans une soirée où les gens sont extrêmement bizarres et me dire mais est-ce que je rêve là? Est-ce que... Vous voyez, il y a vraiment cette notion de rêve qui, quand il est dans la journée, est vraiment associé au côté irréel, au côté irréaliste ou au côté vraiment très
dissocié, éloigné de la réalité telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on peut la palper. Donc déjà, ça c'est pour le rêve diurne. Il y a aussi tout le champ des hallucinations, qui sont parfois vécues comme des rêves, ou en tout cas des choses où finalement on voit qu'il y a le même mécanisme en fait dans le rêve nocturne que dans certaines hallucinations. Donc vous voyez que dans la journée, les gens qui rêvent en journée, on va avoir tout, ça peut aller de la rêverie, voilà, on est en train de rêvasser, on imagine que ceci, cela. Donc là, on fait preuve d'imaginaire. On peut être sur des situations qu'on envisage, qu'on imagine, mais qui sont totalement irréalistes. Et puis, ça peut aller jusqu'aux hallucinations. Donc, vous voyez que dans la journée, on est quand même sur un panel hyper large, mais qu'on peut très bien utiliser ce mot de rêve pour des expériences que nous vivons en journée. Bien évidemment, c'est pas de ça dont on va parler le plus ce soir. Ce soir, on va parler des rêves que l'on fait la nuit principalement. Et j'imagine que quand vous me l'avez demandé, d'ailleurs, c'était plus orienté rêve de nuit. Donc, on va cibler un peu plus de ce côté-là. Alors, je remets mes petits commentaires pour pouvoir vous suivre. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Bienvenus chez moi, dans mon bureau de ma maison. Ok, donc déjà c'est le premier point. Donc on va partir sur le principe qu'on ne va parler que des rêves de la nuit, d'accord, ou des siestes, en tout cas des rêves qui sont associés au sommeil. Donc quand on parle des rêves, il faut avoir en tête qu'on a plusieurs typologies de rêves. Déjà, quand vous vous souvenez de vos rêves ou de ces choses-là, on va avoir par exemple les rêves qui sont un peu anodins. Ben, vous avez rêvé que vous étiez en train de parler avec quelqu'un et qu'après vous alliez faire vos courses et que après vous étiez en train de vous balader, faire votre vaisselle, enfin bref, des rêves qui sont vraiment pas très très intéressants au demeurant, c'est-à-dire qu'il se passe rien, c'est émotionnellement pas très intense, mais n'empêche que vous en rêvez. Donc ça, on parlera rapidement de ces rêves-là, donc c'est les rêves que j'appellerais les rêves un peu anodins. Oui, les rêves où il se passe pas grand chose, quoi. Et puis après il y a des rêves qui sont généralement plus intenses émotionnellement et qui sont des rêves de compensation. Donc dans les rêves de compensation, on va avoir les rêves qui sont liés par exemple à la compensation d'angoisse, par exemple quelque chose qui vous angoisse énormément et hop vous allez en rêver la nuit et revivre cette angoisse dans la nuit pour essayer de la digérer, trouver une solution et choses comme ça. Et puis vous allez aussi avoir des rêves qui sont liés à des frustrations. Par exemple, je sais pas, vous êtes au régime, vous vous interdisez de manger de la glace au chocolat, vous en avez vu une dans l'après-midi, vous êtes fier de vous parce que vous avez réussi à tenir, même si vraiment ça vous a pris beaucoup la tête pendant un certain moment, mais vous avez réussi à tenir comme ça, et puis dans la nuit, cette glace au chocolat vous revient, et là, vous vous faites vraiment un plaisir de la dévorer, vraiment. Et donc ça, on est dans des rêves de compensation, c'est-à-dire que vous vous êtes tellement frustré dans la journée, vous vous êtes tellement empêché dans la journée de vivre ça ou de faire ça, que du coup dans la nuit, vous lâchez, quoi. Donc ça peut être effectivement par rapport à des notions de gourmandise, ça peut être par rapport à des notions de ne pas dire à quelqu'un ce qu'on pense vraiment. Donc ça peut être des compensations de frustration qui sont reliées à de la communication ou des émotions, de l'agressivité. Donc ça peut être des choses comme ça. Toute la journée, on s'est interdit de dire à son patron que franchement on en a marre. Et la nuit, on a réglé ses comptes à notre patron, on lui a cassé la figure, on l'a tué, enfin bref, ce genre de choses qui sont vraiment de la compensation, mais qui sont assez limpides en fait. On voit exactement de quoi il s'agit, et il s'agit le plus souvent d'une frustration vécue dans la journée ou les jours avant. Et puis il y a aussi des rêves qui sont des compensations de désirs. Donc les désirs, eux, on peut relier ça un peu à la frustration, mais on peut avoir des désirs qui sont parfois inavoués, c'est-à-dire qu'on sait, on avait l'impression de nous-mêmes d'avoir ce désir-là. Donc en général, c'est assez malaisant comme rêve, parce que du coup, si c'est des désirs qu'on n'a pas vraiment intégrés et qu'on ne se reconnaît pas, et ben du coup, on se retrouve dans son rêve à assouvir ses désirs, et pour autant, on n'avait pas l'impression vraiment qu'on avait envie de ça. Donc ça peut être un peu perturbant, notamment quand il s'agit de désirs en lien avec des rapports sexuels avec des gens, par exemple. Ça peut être assez perturbant si vraiment on n'avait pas en conscience que c'était des choses qu'on voulait, en fait.
Donc, et puis pour le coup, on peut rien faire parce qu'on est en train de rêver. Donc il y a pas vraiment de prise là-dessus, donc ça peut être assez malaisant. Et en même temps, il y a d'autres types de désirs inavoués, inassouvis, qui peuvent être tout simplement hyper agréables. Et c'est le cas par exemple des rêves qui sont des rêves érotiques, par exemple. On est clairement dans l'assouvissement de désirs qui sont pas assouvis forcément dans la journée, ou en tout cas qui travaillent dans la nuit et qui sont clairement des types de rêves reliés à la notion de compensation de désir. On a aussi des rêves de compensation, donc vous voyez que les rêves de compensation c'est une grosse partie finalement des types de rêves. Dans les rêves de compensation, on a aussi les compensations des obsessions. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous obsède vraiment, par exemple l'argent, votre boulot, je sais pas, un truc vraiment une personne, voilà. Si c'est vraiment une obsession pour vous, probablement que même dans vos rêves, vous allez y penser. Et c'est le cas normalement chez les personnes qui font par exemple des burn-out et qui sont obsédées par leur travail, ben leur cerveau, la nuit, continue de rêver à ces choses-là qui sont angoissantes et qui sont obsessionnelles. Vous voyez, les gens qui sont aussi accros aux jeux et aux machines à sous, très souvent, dans leurs rêves, ils continuent à mettre des pièces dans les machines à sous, ils continuent à entendre le cling, 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 cling des machines à sous, ils continuent à faire tourner à la roulette. C'est hyper, hyper fréquent. Donc, tout ce qui est de l'ordre des obsessions, on va avoir très souvent un retentissement sur la nature et la composition des rêves qui vont être encore une fois impactés de manière quasiment limpide parfois par ce mécanisme-là. Et puis on a aussi bien évidemment les rêves de compensation qui sont aussi reliés tout simplement aux préoccupations, sans pourtant que ce soit une obsession, mais si vous avez une préoccupation voilà, une thématique qui vous prend un peu la tête en ce moment, que ce soit les examens, une problématique de santé de quelqu'un de votre famille ou de vous-même, que ce soit des problématiques d'argent, voilà, peu importe les problématiques, du moment où vous avez une préoccupation ou un problème à résoudre, très souvent, dans le rêve, va y avoir une recherche finalement de solution qui va se faire, c'est-à-dire que votre cerveau continue à bosser dans la nuit sur ces thématiques-là. On verra tout à l'heure, hein, le côté cérébral et tout ça, ce qui se passe dans le cerveau quand vous rêvez, vous allez voir que c'est totalement logique. Donc ça fait partie, donc on avait les rêves anodins, on avait les rêves de compensation, et après on va rentrer dans un autre type de rêve qui est ce qu'on pourrait appeler des rêves prémonitoires. Donc ça c'est encore une fois, comme tout champ de la psychologie, on est dans des champs théoriques, c'est-à-dire que c'est pas forcément avéré, scientifiquement prouvé, choses comme ça. En tout cas, il y a une typologie de rêve qu'on va mettre dans le champ des rêves prémonitoires, et vous allez voir qu'il y a deux types de rêves prémonitoires selon moi. Il y a les rêves qui sont des rêves qui sont en fait un traitement des informations que vous avez perçues inconsciemment, donc vous êtes même pas conscient finalement que vous avez perçu certaines informations, sauf que votre cerveau les a perçues, et votre cerveau traitant l'information sans finalement avoir votre partie consciente et éveillée qui vient driver le traitement de l'information, et bien au final, vous arrivez parfois à avoir des résultats ou à avoir des prises de conscience ou à avoir des solutions ou à avoir des capacités à faire des sortes de prédictions sur ce qui va se passer après, qui reposent sur des éléments dont vous n'avez même pas conscience que vous les avez perçus. Par exemple, je sais pas, vous traversez une pièce et vous balayez la pièce du regard comme ça, vous traversez, vous en avez rien à faire de la pièce, c'était juste une pièce de passage, sauf que votre cerveau a peut-être capté que il y avait, je sais pas, une marche de l'escalier qui était cassée parce qu'il a perçu une différence de luminosité, de je sais pas trop quoi, il a vu que c'était un peu cassé. Vous aviez pas fait attention parce que c'était pas le propos à ce moment-là. Si vous aviez dû monter l'escalier, vous auriez probablement fait un peu plus attention à ça. Mais en tout cas, là, vous n'avez pas fait attention. Et dans votre rêve, vous rêvez, par exemple, que vous montez l'escalier et que la marche cède et que vous tombez. Le lendemain, vous vous réveillez, vous montez l'escalier et effectivement, ça se passe. Et vous vous êtes dit, oh là là, mais j'en avais rêvé, c'est un rêve prémonitoire. Pas forcément, ça peut être tout simplement un rêve de traitement des perceptions inconscientes. Encore une fois, on est vraiment sur des choses que vous avez pu percevoir
soit parce que vous les avez perçus mais de manière tellement rapide ou tellement anodine que finalement vous n'en avez pas pris conscience à ce moment-là, mais votre cerveau a imaginé et a traité toutes ces informations-là et a imaginé plus de scénarios que ce que consciemment vous étiez capable de traiter ou d'imaginer. Voilà, enfin, vous voyez le principe. Donc là, on est vraiment dans le rêve prémonitoire, mais qui se base sur des perceptions inconscientes, c'est-à-dire que en fait, tout se passe dans votre cerveau. Et puis, il y a un autre champ des rêves prémonitoires qui est encore une fois théorique, voilà, et qui est très étudié en fait. Finalement, il y a énormément d'études qui portent sur ça, mais en même temps, elles sont toutes décriées et toutes insuffisantes en termes scientifiques, on va dire. Mais en tout cas, c'est quand même étudié. C'est le champ des rêves prémonitoires quand il s'agit d'éléments dont vous ne pouvez pas avoir conscience parce que vous n'avez rien vu des éléments, en fait, vous n'avez pas été en présence des éléments qui auraient pu vous mettre sur la piste. Vous voyez, c'est vraiment... Et là, on rentre dans un domaine qui est, on le verra un peu plus tard, mais qui est dans un domaine qui n'est pas du champ de la psychologie, mais de la parapsychologie. C'est un autre domaine, c'est une autre façon d'aborder les notions, encore plus théorique, encore plus hypothétique, mais en même temps, c'est un vrai domaine qui est très étudié. Voilà. Donc, vous voyez que dans le domaine des prémonitions, c'est toujours intéressant quand quelqu'un arrive et qui vous dit qu'il a eu un rêve prémonitoire parce que ça s'est passé, de voir si finalement, concrètement, il pourrait s'agir d'un rêve juste de traitement d'informations perçues de manière inconsciente. Et encore une fois, ça arrive très très souvent. Voilà, parce qu'on, mine de rien, on a un cerveau qui est là pour analyser les informations, pour faire des hypothèses, pour nous préparer aux potentialités de l'avenir. Donc forcément, il imagine énormément plus de scénarios pour chaque situation que ce que vous n'avez conscience. Donc, il se peut qu'à un moment donné, un des scénarios que vous avez mis, que vous avez imaginé, même si vous n'est pas venu à la conscience parce qu'il n'était pas évident au moment où vous y pensiez, au moment où ça se produit, du coup, hop, il ressort en disant, bah oui, il est vérifié. Donc, voilà. C'est intéressant de se dire, ok, les rêves prémonitoires, parfois, c'est de ce champ-là. Et encore une fois, il y a d'autres fois où le lien avec des éléments qu'on aurait perçus inconsciemment est pas si clair que ça, quoi. C'est vraiment plus compliqué. Il y a aussi les impressions de déjà vu, mais ça c'est moins relié au rêve, mais ça fonctionnerait un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on aurait accès à un autre type de réalité ou à un scénario que notre cerveau aurait imaginé, et tellement bien imaginé que finalement c'est un peu comme si on l'avait déjà vécu. Donc on a le même fonctionnement dans ces deux cas. Ok, pour l'instant tout va bien? Dites-moi si tout va bien dans le chat, histoire que je puisse voir que j'en ai pas perdu la moitié. Je sais que là, je parle de conscient, d'inconscient, de... Voilà. Dites-moi si c'est clair, si vous avez besoin que je refasse un point sur l'inconscient, le conscient. Je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais n'hésitez pas à me mettre dans dans le chat si je vous perds ou si c'est bon pour vous. Si c'est ok, mettez-moi c'est ok. Et comme ça, je sais que j'en ai pas perdu en route. Ouais. C'est ok pour vous pour l'instant? Alors, j'ai pas de réponse, donc je vais continuer. Ah, voilà. Oui, c'est bien clair. Merci Fatima de me rassurer. Donc Émilie dit, il n'y a pas longtemps, je me suis réveillée et dans 2 situations dans les journées, je me suis dit que je venais de les rêver. Ouais, mais ça peut arriver. Encore une fois, on a l'impression que la limite entre le rêve et la réalité est très très claire, mais vu que de toute façon ça passe dans tous les cas par nos perceptions et par l'activation de notre cerveau, et bien des fois, il y a des situations, il y a des rêves qui nous paraissent hyper réels, et puis des situations de la réalité qui nous paraissent vraiment rêvées. Et puis il y a des fois où on peut se dire, ah mais ça je l'ai déjà rêvé, donc c'est l'impression de déjà vu ou l'impression de déjà rêvé. Et donc la limite en fait entre le rêve et la réalité, encore une fois, vu que je vous ai déjà expliqué que la réalité n'existait pas en fait, que ça ne passait que par nos perceptions, et donc c'est forcément filtré. Forcément, ce côté rêve et réalité est beaucoup moins opposé que ce qu'on nous fait croire ou que ce qu'on veut croire ou que ce qu'on se raconte, en fait. Encore une fois, dans tous les cas, ça passe tout par notre cerveau, c'est tout filtré, ça passe par le filtre de nos croyances, ça passe par le filtre de nos expériences, de nos émotions. Donc, c'est moins
Dans tous les cas, que ce soit le rêve ou la réalité, ce sont des expériences subjectives vécues, en fait. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. J'espère que je vous lâche pas trop en route. On est en train de parler des rêves. Et du coup, on avait évoqué les rêves tels qu'on peut les imaginer dans la journée, dans la nuit. Et là, on a parlé des différents types de rêves. Et on avait fini sur les rêves prémonitoires. Parce que ça peut effectivement être une vraie question par rapport aux rêves. Mais bon, sachez qu'il n'y a aucune vérité pour l'instant qui soit scientifiquement prouvée. Mais encore une fois, vous savez ce que je pense de la science, que ce n'est qu'un filtre de croyances supplémentaires. Et voilà. Donc concrètement, c'est voilà, même si c'est pas scientifiquement prouvé, il y a suffisamment de personnes qui parlent de ce genre de choses pour qu'on puisse s'y intéresser. C'est juste ce que je dis. Donc, Émilie, tu es en train de nous dire, en fait, on se dit que quand on est dans la réalité, on est obligé de le savoir, sauf que dans les rêves, on peut aussi penser que c'est la réalité. Et oui, c'est exactement ça. Encore une fois, on est dans une expérience subjective qui active notre cerveau, et dans tous les cas, c'est compliqué de savoir si on est vraiment dans la réalité ou dans le rêve. C'est très compliqué. Il n'y a que le fait de se raconter finalement que c'est le rêve ou la réalité qui fait qu'on arrive à faire la différence, et le fait qu'il y ait des récurrences par rapport à des choses qu'on a l'impression de savoir. Mais si ça se trouve, nous sommes tous en train de vivre un rêve, ou alors vous êtes tous dans mon rêve, ou alors moi et les autres, on est tous dans le rêve d'un d'entre vous. Vous voyez, on peut partir très très loin. Après, en général, le rêve est construit d'une certaine manière que il y a quand même des éléments qui nous font sentir qu'on n'est pas dans le même type de réalité, même si pour moi, dans tous les cas, le rêve ou la réalité, ce ne sont que des formes de réalité, en fait. Encore une fois, quand on vit le rêve, on le vit. Donc en fait, c'est une réalité subjective vécue, une expérience vécue. C'est réel, le rêve au moment où on le vit. Il n'y a que quand on en sort finalement que on se dit « Ah, c'était un rêve ». Il y a des fois où quand on est dedans aussi, on se dit que c'est un rêve. Mais globalement, on est un peu là-dessus. Audrey qui nous dit « Quand j'étais enfant, école primaire, je faisais plus de cauchemars. En étant adulte, c'est rare. C'est une période un peu normale quand on grandit. » Alors, le côté, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de cauchemars. C'est justement lié à la différenciation entre le rêve et la réalité, qui n'est pas forcément très claire pour un enfant, où l'enfant vit beaucoup dans son imaginaire, où il y a énormément de choses de son environnement qu'il ne maîtrise pas encore autant qu'un adulte. Parce que je ne suis pas sûre qu'en tant qu'adulte, on maîtrise totalement quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se dire que quand on a un enfant, et en fait, des fois, la différence entre rêve et réalité est compliquée. Et du coup, il y a des choses qu'on peut se raconter et qu'on est en train d'apprendre aussi, et qui peuvent venir teinter les rêves. À savoir, le concept de mort peut créer pas mal de cauchemars chez les enfants. L'apprentissage de la séparation peut créer pas mal de cauchemars chez l'enfant. La sexualité et l'apprentissage de la sexualité peut créer pas mal d'angoisse et donc de cauchemars chez l'enfant. Mais clairement, même un adulte peut faire énormément de cauchemars en situation de stress, en situation de changement, de bouleversement. Voilà. En tout cas, tout ce qui va le mettre en branle un petit peu émotionnellement peut créer des rêves et des cauchemars. Enfin, en tout cas, des cauchemars plus facilement que dans les périodes où tout va bien, clairement. Et quand on est enfant, il y a tellement de changements, tellement d'apprentissage, tellement de nouveautés tout le temps, que du coup, ça fait beaucoup d'informations à intégrer pour un cerveau qui est encore une fois immature. Le cerveau d'un enfant est très immature, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore totalement fini. Le cerveau d'un enfant, vous le regardez, toutes les structures cérébrales sont plus ou moins là, mais elles ne sont pas autant développées que chez un adulte. On le sait très bien, chez les enfants, les très jeunes enfants notamment, par exemple, le cortex préfrontal n'est pas encore tout à fait opérationnel. Et c'est pour ça que les enfants, les très jeunes, ont du mal à contenir leurs émotions, parce qu'en fait, c'est le rôle du cortex préfrontal de gérer et de maintenir ça, et d'inhiber le trop-plein émotionnel. Donc chez un petit enfant, en fait, juste il peut pas. Un bébé qui pleure, vous avez beau lui dire ne pleure pas, ça marche pas. Donc vous voyez que c'est un vrai apprentissage, c'est une vraie maturation cérébrale qui va permettre à l'enfant de mieux intégrer les choses de l'environnement. Puis à force d'avoir vécu, il va avoir aussi moins de choses qui vont être
perturbante parce qu'il aura beaucoup plus de repères aussi, beaucoup plus d'expérience. Et c'est pour ça que normalement quand on grandit, on fait de moins en moins de cauchemars fondamentaux, vous voyez, sur les peurs fondamentales, genre la peur du noir, la peur de l'inconnu, de la séparation, de la mort, enfin bref, il y a des angoisses comme ça qui sont moins, mais qui peuvent revenir. Finalement, les angoisses de mort, par exemple, peuvent revenir à des moments où notre vie est menacée, où c'est la fin de vie aussi, donc il peut y avoir des angoisses de mort qui reviennent à ce moment-là et créer des cauchemars. Oui, parfois, on sait très bien que c'est un rêve quand on y est. Oui, tout à fait. Donc, on va continuer un petit peu sur le rêve. Donc, on va parler maintenant de l'interprétation des rêves. Et vous allez voir que je vais parler en même temps, du coup, de ce qu'est un rêve, parce que ça, c'est important. Donc, il y a plusieurs types d'interprétation. Vous allez voir que si vous tapez interprétation des rêves sur Google, vous allez avoir plein d'interprétations différentes, et même pour un seul élément d'un rêve, vous allez avoir plein de pistes différentes pour l'interpréter. Donc, voilà. Donc, déjà, il faut avoir vraiment l'idée qu'avant, donc avant Freud, avant tout ça, il y avait déjà cette notion de rêve, puisque les rêves, on en parle déjà, même dans la mythologie grecque, on parle des rêves, des gens qui ont fait un rêve, et du coup, ils imaginaient que pendant ce rêve, ils rêvaient des dieux qui venaient leur parler, c'était un moyen de communiquer avec les hommes, le rêve. Et puis, petit à petit, on a commencé à parler de médecine, la médecine s'est développée, et du coup la médecine à un moment donné s'est dit, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc du rêve? Et ils sont partis sur le principe que c'était un petit peu comme une crise d'épilepsie, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une décharge un peu anarchique dans le cerveau qui ferait que, en fait, c'est un peu un bordel, on va dire un gros bazar dans votre cerveau, et c'est tout mélangé, et voilà, il y a le côté un peu anarchique en fait du rêve, c'est pas vraiment le truc hyper construit. Il y avait l'interprétation comme quoi c'était une voix divine, ou en tout cas l'esprit divin qui nous parlait, et il y avait de l'autre côté la médecine qui disait non, non, c'est un truc totalement physiologique, et c'est un gros bazar. En gros, c'est presque une anomalie, vous voyez. Et puis arrive Freud et la psychanalyse, et du coup Freud, lui, il a une interprétation vraiment différente qui vient finalement s'accorder avec ce qu'il est en train de construire à ce moment-là, c'est-à-dire la notion justement de conscient et d'inconscient. Et du coup, donc je rappelle, le conscient, c'est vraiment... je vais vous la faire vraiment courte, et pas du tout psychanalytique pour le coup, mais le conscient, c'est ce dont vous avez conscience, et l'inconscient, pour Freud en tout cas, ça serait tout ce qui est refoulé. C'est-à-dire tout ce qui est inavouable, qui est pas bien, tout ce qui est... J'avais une psychanalyste un jour qui m'avait appelé ça, alors excusez-moi l'expression, c'était la sienne, mais qui m'avait appelé ça la poche à caca psychique. Vous voyez. Donc pour Freud, il y a vraiment un endroit dans notre psyché où on va mettre tout ce qui est inavouable, les tabous, les désirs refoulés, les mauvaises pensées, les pulsions, les choses comme ça. Voilà, oui. On enferme tout ça dans une sorte de poche, une sorte de cocotte, et on met un couvercle dessus qui va servir de filtre en fait. Et tout ce dont vous allez vous avoir conscience, c'est tout ce qui est ok avec votre morale, vos valeurs et votre subconscient qui aurait validé, tamponné et dit ok, ça on peut le faire remonter à la conscience, c'est-à-dire les bonnes manières, les désirs qui sont totalement avouables, voilà, parce qu'ils sont corrects avec la société, tout ça, enfin bref. Donc il y aurait vraiment cette représentation-là chez Freud, et pour lui, le rêve, ça serait finalement l'endroit ou le moment où finalement le refoulé, donc ce qui est dans l'inconscient, réémergerait comme ça et essaierait de filtrer dans le conscient, et nous parviendrait à la conscience parce que c'est en train de travailler et de bouillonner un peu trop à l'intérieur. Alors je vois qu'il y a plein de commentaires, donc je m'arrête là pour l'instant, je fais une petite pause pour pouvoir vous regarder. Alors, j'ai rêvé cette nuit en couleur, etc. Bah oui, pourquoi pas en couleur? A priori, il n'y a rien qui t'empêche de rêver en couleur. Que j'essayais de sauver d'une fièvre brûlante l'enfant d'une amie qui avait publié hier en journée des photos d'un grand pique-nique en forêt où personne n'avait de masque. Dans le rêve, c'était très frustrant car elle ne voyait pas le danger. C'est assez ridicule, je vous le concède. Alors le c'est assez ridicule, je vous le concède, renvoie probablement à un manque de confiance en toi. Donc s'il te plaît, ne te flagelle pas, c'est bien, tu partages avec nous,
pas du tout ridicule, ça fait partie des rêves dont on pourrait imaginer particulièrement bien adaptés à la situation, par exemple, et en lien avec justement la compensation de tes préoccupations. Peut-être que dans tes préoccupations actuelles, ce qui serait normal, il y aurait l'histoire du coronavirus et le fait de porter un masque et tout ça, et les conséquences quand on n'en parle pas, notamment les conséquences liées au regard de l'autre, puisque tu parles de publication de photos, de fait que quelqu'un aurait des soucis si on le voyait en train de ne pas porter de masque. Donc ça renvoie au regard de l'autre de la même manière que ta dernière petite phrase, c'est assez ridicule, je vous le concède, renvoie encore au regard de l'autre. Donc probablement que ça parle de toi, en fait, et de ton fonctionnement et de ce qui est important pour toi. Donc c'est pas du tout ridicule, pour le coup, ça parle vraiment des préoccupations du moment, et ça vient peut-être te dire justement, attention, cette histoire, en gros que tu as peur en fait du regard de l'autre si quelqu'un te voyait en train de porter un masque, et aussi peut-être de tes préoccupations par rapport aux risques liés à Internet et aux publications de photos et tout ça, et aux risques par rapport aux enfants. Enfin, je vois plusieurs choses en fait qui sont vraiment de l'ordre des préoccupations. On n'est pas sur de la compensation d'obsession. Voilà, tu aurais pu me dire je suis obsédée en forêt, mais là, quand même, voilà, une obsession forestière, ça se manifeste pas comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être un désir, effectivement, de sortir et d'être libre et de que chacun fasse ce qu'il veut, et en même temps une peur, finalement, des conséquences sociales, notamment, par rapport à ça. Donc non, c'est pas du tout ridicule. S'il te plaît, sois gentil avec toi. Donc, Émilie. Est-ce que les cauchemars traduisent obligatoirement un problème ou une émotion dans notre vie? Je vais en parler après, mais non. Non, pas forcément. Est-ce que si on est très bien dans notre vie, on peut quand même faire des cauchemars? Oui, on peut très bien faire des cauchemars, même quand on est très bien dans sa vie, notamment quand on a peur de perdre ce bonheur dans sa vie. Donc c'est une construction psychique qui est quand même finalement négative, en mode tout va bien, du coup, est-ce qu'il risquerait pas de se passer une catastrophe? Et dans ce cas-là, on peut voir arriver le cauchemar. Souvent, les cauchemars sont reliés à quelque chose qui se passerait mal dans le rêve, mais il peut se passer que des rêves totalement positifs finissent en cauchemar parce que trop de positif peut être aussi malaisant que trop de négatif. Vous voyez, donc, est-ce que c'est forcément relié à un problème dans la vie? Pas forcément. Voilà, il y a des phases de vie aussi où on va très très bien. Et quand on va très bien, notre appareil psychique, s'il n'a rien à traiter de particulier, il va commencer à s'attaquer aux vieux dossiers aussi, ça peut arriver. Et du coup, même dans une situation où tout va bien, du coup, il peut y avoir des cauchemars avec des trucs de l'enfance ou avec des scénarios hypothétiques, alors que tout va bien dans la vie, en fait. Mais très souvent, quand même, c'est relié à des angoisses, hein, les cauchemars. Ok. De toute façon, même les rêves prémonitoires sont souvent liés à de l'angoisse, en fait. Donc, justement, tu as dû avoir peur qu'il tombe malade car il n'avait pas de masque. Peut-être que c'était la peur qu'il tombe malade, mais je vois plus de la peur sociale, en fait. Hein. C'est plus par rapport au fait qu'il se faisait flageller ou brûler, je ne sais plus, parce que en fait, sur les réseaux sociaux, ils avaient publié. Donc là, la peur, clairement, en tant que psy, je l'interpréterais plus sur le regard de l'autre. Surtout alors je ne sais jamais, si je crois que c'est Soumaya, je crois. Ça fait quand même plusieurs lives qu'on se voit et qu'on échange ici, et il y a souvent cette notion du regard de l'autre, du manque de confiance, concrètement sur un profil comme ça, même si je ne te connais pas, hein, clairement, hein, c'est vraiment de l'interprétation rapide. Donc si ça te parle pas, c'est probablement que c'est pas ça, d'accord? Mais sur un profil comme ça, effectivement, il peut y avoir la peur du regard de l'autre, et là je vois plus ça que la peur qu'il tombe malade, par exemple. Je sais pas ce que tu en penses, Soumaya, toi. Qu'est-ce que parce que finalement c'est elle, hein, la plus à même de dire si ça lui parle ou pas. Mais en tout cas, ça peut être ça. Donc, alors oui, en voyant la photo, tu as dû te dire que c'était peut-être dangereux sans masque. Peut-être. Encore une fois, un rêve, ça s'interprète de plein de manières différentes. Hein. Alors, Émilie et Audrey, exactement, je me souviens m'être préoccupée pour l'enfant en le voyant entouré de personnes sans masque. Il a eu la fièvre dans mon rêve. Ok. Et j'essayais de baisser la fièvre. Ok, donc j'ai peut-être lu un peu vite le truc. Mais quand même, il y a ce rapport aux publications des photos sur Facebook, quand même. Quand même. Donc, à voir, à creuser. Ok. Donc, on continue sur ça. Donc, là, je vous ai dit, finalement, donc Freud, pour lui, le rêve, c'est l'interprétation, ou en tout cas la manifestation de ce qui se passe dans l'inconscient. Et donc, pour lui,
tout ce qui est refoulé va avoir tendance à revenir dans les rêves, mais ça ne revient pas pour lui que dans les rêves, ça revient aussi dans les lapsus, les actes manqués, enfin bref, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour le rêve, pour lui, c'est toujours la manifestation des pulsions et des désirs inconscients. Et pour lui, encore une fois, le rêve a très 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 souvent une vocation plutôt érotique. En tout cas, il y a souvent la sexualité qui vient se mêler à ça, mais comme beaucoup dans beaucoup de travaux de Freud ou dans beaucoup de théories de Freud, il y a énormément la sexualité qui vient jouer là-dedans. C'est vraiment... En même temps, bon, il travaillait dessus, donc d'une manière ou d'une autre, c'est une préoccupation qu'il avait, donc du coup, c'est un filtre qu'il avait et qui lui a permis de comprendre plein de choses. Mais voilà, donc pour Freud, il y a vraiment une vocation sexuelle à ça. Et pour lui, on est vraiment sur... en gros, il parle aussi du fait que le rêve va permettre de travailler ce qu'il y a dans l'inconscient pour lui permettre en fait de passer de manière consciente. Mais vu que ça ne peut pas passer tel quel parce que c'est totalement inavouable et c'est totalement inapproprié, et ben il dit que le rêve va transformer cette information au travers de cinq mécanismes. Donc le premier mécanisme, c'est le mécanisme de la condensation. Donc ça va être par exemple si vous avez un prénom d'une personne aimée qui est inavouable, et ben du coup il va essayer de le condenser pour que ça passe et qu'on ne reconnaisse pas vraiment l'information ou de qui il s'agit, et du coup ça va passer. Ou alors il va condenser plusieurs éléments en un seul pour que ça devienne moins compréhensible, et du coup à ce moment-là ça devient finalement possible pour lui de passer au niveau conscient, donc ça va être réintégré dans l'inconscient et on va se... Je sais pas, par exemple, vous êtes... alors ça pourrait être quoi? Vous êtes amoureux de votre papa, complexe d'Oedipe de base. Vous êtes amoureux de votre papa est peintre, et du coup vous allez, voilà, vu que vous ne pouvez pas vraiment être amoureux de votre papa, ben vous allez vous passionner pour la peinture, enfin bref, vous voyez, ça peut permettre de transformer ce qui est inavouable et de le rendre finalement acceptable pour le conscient et de pouvoir le travailler différemment. Mon exemple est très mauvais, mais je n'en ai pas de mieux. Donc, vous voyez vraiment l'histoire de condensation. On va condenser plusieurs éléments en un seul. On va faire une espèce d'amalgame. Par exemple, si la personne est, je sais pas, est amoureux de plusieurs personnes en même temps, ben, il va avoir une obsession d'une personne qui serait le condensé finalement de plusieurs éléments de cette personne. Vous voyez? Ça peut passer comme ça. Donc le deuxième mécanisme qui permet de transformer l'inavouable, le refoulé pour lui permettre de passer dans l'inconscience pendant le rêve, ça va être par exemple le déplacement. C'est pour ça que très souvent, quand vous allez faire une psychanalyse et que quelqu'un qui fait la psychanalyse type vraiment et qui va vous analyser, il va vous demander de porter attention à tous les éléments du rêve. Parce que peut-être que si vous rêvez d'un truc qui vous paraît totalement anodin, peut-être que c'est justement là qu'est la clé du rêve. C'est-à-dire l'élément peut-être le plus inavouable, finalement. Ça peut être, je sais pas, hein, si par exemple vous rêvez et que je suis votre rêve et vous allez dire, voilà, je rêvais, il y avait une psy qui parlait, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, peut-être que la psy, il n'y a pas grand-chose à en penser. Par contre, peut-être que le cheval qui est sur mon étagère, là est la clé du rêve, peut-être. Ou sur un bouquin qui est dans ma bibliothèque, peut-être que là est la clé du rêve. Le petit truc qui semble totalement inavouable, qui ne peut pas passer en premier, eh ben, il va y avoir un déplacement et du coup une sorte de mise de côté pour que finalement ça passe. Voilà, ça fait partie du rêve, mais pas au premier plan, donc ça va, c'est avouable. Vous voyez le truc? Donc il peut y avoir vraiment ce mécanisme-là de déplacement qui peut se passer. Troisième élément, troisième mécanisme qu'on peut voir dans le rêve, c'est la figuration. Donc ça, c'est le procédé de figuration, c'est quelque chose que Freud décrit très bien, et c'est le fait de, finalement, tout ce que vous allez penser et le refouler va être mis en image. Vous voyez, Freud, il est vraiment sur le fait que le rêve se fait de manière imagée. Mais aussi métaphorique. Enfin bref, il y a vraiment ce côté figuration de ce qui est inavouable. Chose d'auditif, même si c'est... Voilà. Désolée pour les petits bugs, encore une fois, j'ai une mauvaise connexion aujourd'hui. On va essayer de tenir le coup jusqu'à la fin. Okay. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres éléments. Ce n'est pas dans la réalité. Ok, pardon, j'ai vraiment lu trop vite, Soumaya. Ouh là là. Ok.
Et pardon pour l'emploi du mot ridicule, c'est parce que dans le rêve, je me tuais à essayer de baisser la fièvre alors que la maman était tranquille, blasée et ne coopérait pas beaucoup. Or, ce n'est pas ma place et je ne peux pas être plus préoccupée que sa propre mère. Encore une fois, là, tu réagis et tu analyses comme si tu n'étais pas dans le rêve, mais encore une fois, tu vas voir que finalement, peut-être que dans la représentation de ton rêve, c'était toi, l'enfant. Et dans ce cas-là, c'est normal que tu essayes de te sauver. Peut-être que, voilà, peut-être que ça a joué des choses de ta place, effectivement. Voilà. Il n'y a rien de ridicule dans le rêve. Le rêve, en plus, tu le choisis pas. Donc, tu peux pas te dire toi ridicule alors que bah, c'est un truc, c'est toi qui l'as construit, d'accord, mais c'est pas vraiment toi, en fait. Prends pas plus de responsabilité que ce qui est vraiment nécessaire. Ok. Après la figuration, dans le travail du rêve, selon Freud, encore une fois, il y a l'élaboration secondaire, c'est-à-dire ce que la personne va raconter, ce que le rêveur va raconter de son rêve en dehors du rêve, c'est-à-dire une fois qu'il est réveillé. Et donc ça, c'est sur ça que se base vraiment le travail de la psychanalyse, par exemple, ou de l'analyse des rêves, c'est-à-dire qu'au moment où la personne va essayer de rendre logique les éléments dont il se souvient et qu'il a perçus dans son rêve, et vous allez voir qu'avec la neuro, on a plus de notions sur qu'est-ce qui se passe dans le rêve, ben finalement, c'est au moment où il va essayer de donner du sens à ce qu'il a perçu, que là, on va avoir des éléments sur qu'est-ce qui se passe en fait pour lui. Puisque c'est au moment où il va projeter du sens en fait. Si par exemple, il se souvient qu'il a vu un lapin et je sais pas, un lapin, un ciel bleu et je sais pas trop quoi, il va avoir des bribes en fait, et son travail quand il va vouloir le raconter, ça va être de donner du sens parce qu'il peut pas mettre que des mots comme ça qui n'ont rien à voir ensemble. Quand on parle, on a tendance à créer une histoire qui semble logique. On a cette volonté, ce biais cognitif d'essayer de rendre logique et intelligible ce qu'on est en train de dire. Donc en fait, au moment où il va manipuler ces bribes d'informations, il va créer toute une histoire pour rendre les choses logiques. Et il va peut-être dire, ah ben oui, mais le lapin, du coup, vu qu'il y avait le soleil, ben du coup, il était en train de regarder le soleil. Alors que peut-être pas, en fait. Vous voyez, c'est peut-être des éléments même qui n'étaient pas en même temps dans le rêve. Mais en tout cas, au moment où il va raconter, il va projeter son propre fonctionnement et il va nous donner plein d'infos en fait sur qu'est-ce qui se passe au fond de lui. Donc c'est un autre espace d'expérimentation psychique. L'élaboration secondaire, c'est aussi intéressant de travailler sur le rêve en lui-même que de travailler sur comment la personne le raconte. Et d'ailleurs, moi, je m'intéresse plus à comment la personne le raconte ce qu'il a vraiment perçu dans le rêve au final. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis le cinquième mécanisme qu'on peut voir, en tout cas que Freud décrit dans le travail du rêve, ça va être la dramatisation. C'est-à-dire que quand on raconte le rêve, quand on le vit, il y a un côté un peu dramatique. Comme dans un scénario, et ben en fait c'est un peu grandiose. C'est-à-dire qu'il va y avoir du son, de la lumière, des éléments mis en gros, puis des en tout petit, et puis ouais, c'est-à-dire que quand par exemple on rêve qu'on est tout nu à marcher dans une ville, c'est pas un jour où il n'y a personne dehors. Vous voyez, comme par hasard, il va y avoir plein de monde dehors, voir du monde qu'on n'a pas vu depuis des années, mais en tout cas il va y avoir une scénarisation, une dramatisation pour mettre un peu en exergue le truc qui est angoissant, qui est en train d'être traité, ou vous voyez, ça va vraiment, il va y avoir une sorte de, ouais, c'est ça, de scénario, un peu catastrophe quand il s'agit de cauchemar, et puis un peu moins catastrophe quand il s'agit de choses plus agréables, mais en tout cas, il va y avoir une scénarisation, une dramatisation de cette information. Donc ça, c'est le cinquième mécanisme selon Freud. Ok, j'ai perdu personne pour l'instant? Ouais? Tout le monde a l'air d'être là? Ok. Donc, au niveau psychanalytique, Freud n'est pas le seul à avoir travaillé sur les rêves. Après, il y a eu Jung, il y a eu... Enfin bref, tous ils s'y sont intéressés parce qu'effectivement, c'est un matériel psychique qui est hyper intéressant. Et encore aujourd'hui, en thérapie, quand les gens viennent nous parler, c'est quand même pas anodin qu'on interroge sur est-ce que vous faites des rêves, est-ce qu'il se passe quelque chose pour vous en ce moment, est-ce que vous faites des cauchemars, des choses comme ça, parce que ça vient parler du fait que dans l'inconscient ou dans l'appareil psychique, ben, il y a du mouvement, il se passe des choses, et le fait qu'il y ait des rêves ou de cauchemars qui émergent, ça veut dire aussi quelque chose de la capacité du cerveau à filtrer l'information, et ça nous donne aussi plein d'infos sur qu'est-ce qui est en train de se travailler en ce moment. Donc ça, c'est toujours super intéressant. Même si on n'est pas tous égaux par rapport aux rêves, on en parlera
après. Donc, je vous disais finalement, le travail de la psychanalyse, très souvent, on est sur cette notion de conscient et d'inconscient, où finalement, ce qui se passe dans le rêve, ça serait ce qui est inconscient, ce qui serait refoulé, ce qui serait inavouable, les pulsions, les désirs, tout ça. Et ça se met, ça serait un peu, il y aurait deux niveaux en fait par rapport à l'information du rêve. Il y aurait le contenu manifeste, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne raconte de ce qu'elle a vu. Et puis il y aurait le contenu latent qui serait l'interprétation finalement de ce que ça veut vraiment dire en fait. Et c'est là qu'on est dans l'interprétation. Si la personne dit j'ai vu un lapin, ok. Par contre, de dire oui, alors le lapin, c'est la représentation de votre père, nanana, là, on est dans le contenu latent et là est l'interprétation. D'accord? Vous suivez pour l'instant? Donc, quand on est dans une approche psychanalytique, il y a toujours ces deux niveaux, contenu manifeste et contenu latent. Ok. Si on regarde plus sur une interprétation neurophysiologique ou neurobiologique ou neuropsychologique, là, bien évidemment, on va avoir une grille de lecture totalement différente puisqu'on va regarder vraiment ce qui se passe dans le cerveau. Alors, bien évidemment, le sommeil a été très analysé et étudié en psychologie et en neuropsychologie notamment. Ben voilà, on met des électrodes sur la tête de quelqu'un qui dort et on regarde ce qui se passe au niveau des mouvements en fait cérébraux, des activations cérébrales. On peut aussi faire une cartographie des zones qui s'activent pendant le rêve, de voir s'il y a des zones qui s'activent à certains moments, si elles s'activent en même temps, si elles s'activent fortement ou pas. Donc on a un certain nombre de données et en fait tout ce qu'on sait, c'est que finalement il y aurait une sorte de cycle du sommeil, donc ça on l'a quand même pas mal étudié, mais qu'en fait d'une personne à une autre, ces cycles sont quand même relativement différents, et même s'il y a une certaine forme qui revient, encore une fois, mais en fait il n'y a pas deux personnes qui rêvent, qui dorment exactement pareil, et on associerait la phase de rêve à la phase de sommeil paradoxal. Donc c'est une petite phase du sommeil, du cycle du sommeil, où il y a une activité cérébrale intense, c'est-à-dire que vous êtes en train de dormir, et à ce moment-là, votre cerveau, il commence à faire le sismographe, j'allais dire. Bref, l'encéphalogramme, il commence à s'exciter, les électrodes, elles commencent à envoyer plein de signaux parce qu'il se passe vraiment plein de choses, il y a des activations dans le cerveau qui se font, sur l'air visuel, l'air motrice, l'air tactile, dans la mémoire, dans le langage, enfin bref. Il y a des zones qui s'activent d'un coup et on associe à cette période d'activation intense du cerveau le rêve. On se dit, voilà, le rêve c'est à ce moment-là. Et ça semble assez logique, hein. C'est-à-dire que dans le rêve, effectivement, on sent, on peut sentir des odeurs, entendre des sons, on peut sentir des sensations dans notre corps, à l'extérieur, on peut voir des choses, bien évidemment. Bref, il y a toute notre sensorialité et notre pensée aussi qui est activée pendant le rêve. Donc on peut très bien imaginer que ce soit pendant ce temps-là que le rêve se passe. Pas la certitude absolue, mais tout concorde à dire que c'est à ce moment-là. Sauf que ces moments-là, ils sont super courts en fait, et ils sont plusieurs fois par nuit. Ce qui voudrait dire que finalement, quand vous avez l'impression d'avoir rêvé toute la nuit, en fait, c'est que quelques secondes. Et quand vous avez l'impression de ne pas avoir du tout rêvé, en fait, vous avez vraiment quand même rêvé. Si on part du principe que le rêve, c'est cette période-là, en fait, tout le monde l'a, quasiment, sauf perturbation du sommeil. Tout le monde, finalement, rêve, sauf qu'on ne s'en souvient pas forcément, sauf que c'est pas forcément dans les mêmes proportions de temps que ce qu'on en ressent, et que c'est probablement pas aussi construit que ce qu'on en a l'impression. Et donc ça, c'est quand même une information qui nous vient de la science, du coup, qui nous vient de ces éléments-là, de ce champ-là, qui vraiment vient questionner vraiment qu'est-ce que le rêve vraiment. Parce que ça ressemble un peu finalement à la notion de tempête cérébrale qu'on avait au tout début, où on disait oui, alors c'est un peu comme une crise d'épilepsie, où il y a plein de choses qui s'activent en même temps, et c'est un gros bazar machin. En fait, si on regarde juste cette petite période-là, de rêve ou d'activation cérébrale, on pourrait se dire ouais, ça fait un peu comme une crise d'épilepsie quand même, ça s'active dans tous les sens, de partout et tout ça. Et pourtant, quand on se souvient des rêves, on a vraiment une sensation de quelque chose de construit. Donc,
les chercheurs sont allés chercher un petit peu plus loin et ils ont cherché, alors déjà première chose qu'ils ont cherché, c'est déjà pourquoi, alors que dans le rêve, on a la zone motrice, donc qui active les muscles et tout ça dans votre corps normalement, qui s'active, pourquoi votre corps ne bouge pas? Donc ça, c'est la première question qu'ils se sont posées. Et là vient mon histoire sur les petits chats, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, une des premières expériences qu'ils ont faites sur le sommeil, c'est justement d'empêcher, donc ils ont un peu analysé comment fonctionnait le cerveau, tout ça, je vous passe toute la phase de découverte, mais en gros, ils ont trouvé que, par exemple, quand sur des petits chats, alors on inhibe l'inhibition du cortex, enfin pas du cortex, du tronc cérébral, c'est-à-dire de la partie qui est dans votre nuque, là, qui est juste entre votre cerveau et votre moelle épinière, donc la base de la moelle épinière, quand on empêche son action de s'empêcher, en fait, c'est une histoire de tampon en fait, et quand on l'empêche de couper l'information, et bien finalement, les petits chats, quand ils rêvent, mais finalement leurs pattes se mettent à bouger quand ils rêvent qu'ils courent par exemple. Enfin, nous on imagine qu'ils ont rêvé qu'ils couraient parce que ça ressemblait vraiment à ça. Ça voudrait dire que c'est votre tronc cérébral qui empêcherait votre corps d'activer, ou en tout cas de s'activer, quand votre cerveau envoie l'information motrice. Mais dans votre cerveau, c'est exactement comme si vous couriez. C'est juste que du coup, votre corps ne fait pas l'action. Vous voyez, ça reste dans votre tête, ça reste dans votre imagination, mais votre cerveau l'a vécu comme si vous l'aviez vraiment vécu. Et pareil pour les sensations, votre cerveau peut imaginer une sensation dans votre corps, alors même que votre corps ne ressent pas cette sensation. Donc il y a vraiment une coupure, une scission entre votre corps, votre corporalité, votre sensorialité, et ce qui se passe dans le cerveau. C'est un peu comme si à ce moment-là, le cerveau était un peu en autonomie. Alors il ne l'est pas totalement parce que mine de rien, il continue de gérer votre action, vos actions digestives, vos actions de respiration, il continue à gérer un certain nombre de fonctions, mais pour tout ce qui est sensorimoteur, donc tout ce qui est d'activer le corps et de ressentir les choses, c'est, alors pas totalement éteint, mais en tout cas c'est largement filtré et diminué, c'est largement réduit. Donc ça c'est quand même une des grandes découvertes, de dire ok, comment ça se fait que quand on dort, finalement on ne bouge pas alors qu'on rêve qu'on court, on rêve que ceci, on rêve que cela, et finalement on ne bouge pas. Si même vous vous imaginez en train de courir, je ne sais pas si vous prenez le temps là de vous imaginer en train de courir, à un moment donné dans votre corps ça va bouger quand même. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais faites l'expérience pour ceux qui sont en train de regarder le live. Imaginez que vous courez. Alors, l'imaginez pas de l'extérieur, hein. Imaginez vraiment que vous êtes à l'intérieur de votre corps et votre corps bouge. Ben, vous allez sentir qu'il y a certains muscles qui se contractent, ou qu'il y a votre respiration qui change, ou que votre cœur commence à battre un peu plus fort, si vraiment vous prenez le temps de l'imaginer très très fort. Ouais, donc là je voyais que ça réagissait. Hop, 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 hop. Ok. Alors, il y a Émilie qui me dit alors souvent mes rêves sont comme des scènes coupées et je ne sais pas comment ça s'enchaîne. Donc ça paraît logique qu'on rêve dans des moments courts. Oui, mais en fait, c'est même pas que c'est court, c'est que quelques secondes en fait. Toi, tu as l'impression d'avoir rêvé pendant des heures et que c'était une histoire très concrète et que tu as eu le temps, si par exemple tu es dans un rêve un peu de romance, tu as eu le temps de rencontrer la personne, de créer une relation, de faire plusieurs rencarts, d'avoir une relation un peu plus poussée, tu as eu le temps de le présenter à tes parents, tu as eu le temps de te marier avec, d'avoir des enfants avec et tout ça, et de vivre longtemps jusqu'à la fin de ta vie, et en fait ça a duré que quelques microsecondes en fait. T'imagines le truc, l'espèce de concentré d'informations qui passe hyper vite. Mais en fait elle passe encore plus vite parce que justement le corps n'est pas obligé de suivre en fait. Donc toute l'énergie, toute la vitesse peut être mise au niveau du cerveau. Alors, waouh, sans cette action du tronc cérébral, on bougerait en fonction de ce qui se passe dans notre cerveau, oui. Est-ce que le funambulisme, alors tu parles peut-être du somnambulisme, je pense. Est-ce que le somnambulisme, du coup, ouais, c'est ça, a un lien avec une anomalie de ce filtre? Eh bien, ça fait partie des hypothèses
qui sont étudiés en fait, si le somnambulisme ne serait pas un problème de filtrage du tronc cérébral. Donc ça fait partie des hypothèses, il y a aussi d'autres hypothèses, mais ça fait effectivement partie de cette hypothèse. Ça semblerait assez logique en fait, puisque en fait tu es en train de rêver que tu vas manger un truc dans le frigo, notamment en lien avec un rêve de compensation de la frustration si tu as faim, et si tu es au régime notamment. Et du coup ton corps se déplace, parce qu'en fait il connaît bien ta maison, donc il n'a même pas peur voilà, il est dans ses repères, donc en fait ce qui se passe dans le rêve n'est pas perturbé par le fait que ce n'est pas exactement comme ça dans la réalité, et du coup ton corps serait capable d'aller jusqu'à cet endroit-là, de manger, clairement, parce qu'il y a vraiment... Moi j'ai eu des patients somnambules, et ils se réveillaient dans la cuisine en ayant au milieu des pots de yaourt par terre, au milieu, enfin c'était assez perturbant pour eux, pour le coup. Alors ils s'en rendaient compte le lendemain matin, ils allaient dans la cuisine, ils se disaient mais c'est quoi ce bazar? Mais ils savaient très bien que c'était eux parce que c'était pas la première fois. Donc oui, ça peut être lié avec... Oui, c'est un lapsus, mais c'est bien, c'est le langage de l'inconscient, le lapsus. Donc funambulisme, ça peut être sympa. Somnambulisme, ouais. Ok, donc vous voyez que finalement, au niveau neuronal, au niveau de la neuropsychologie et de la neurologie, ça nous a apporté énormément d'informations sur ce qui se passait dans la partie du sommeil où on attribuerait éventuellement le rêve. Alors on a encore une fois pas de certitude que ça soit pendant cette période-là, mais on a quand même des gros doutes, quand même, parce que le reste du temps, l'activité cérébrale est plutôt hyper calme, en fait. Mais encore une fois, ça n'explique pas pourquoi on peut rêver de périodes des années entières, alors qu'en fait, ça dure une activation cérébrale super rapide. En fait, c'est vraiment impressionnant. Pour le coup, c'est hyper impressionnant. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, ce truc-là, des activations cérébrales similaires à si on vivait les choses, mais sans qu'on les vive vraiment, en fait, c'est ce qu'on vit déjà quand on imagine les choses. Concrètement, dès que vous êtes en train d'imaginer voir une personne que vous aimez, votre cœur va se mettre à battre plus vite parce que votre cerveau a activé plein de régions dans votre mémoire, dans vos filtres émotionnels, voilà. Et du coup, ça crée la sensation, même en l'absence de cette personne-là. C'est ce qu'on fait aussi en hypnose. En hypnose, on est sur une forme on va dire, de rêve éveillé parfois, qui fait imaginer au cerveau, en tout cas qui fait vivre l'expérience subjective au cerveau, comme si on était dans la vraie situation. C'est notamment ce qu'on fait avec les étudiants quand on travaille sur les jurys, sur les oraux, les choses comme ça, où on va faire imaginer, par exemple, à la personne qu'il est dans la situation du jury, et le fait de l'avoir vécu, du coup, le jour où la personne le vivra vraiment, ça ne sera pas la première fois, donc il y aura une forme d'habituation, donc ça marchera mieux. Mais en tout cas, dans le rêve, il faut vous dire que vraiment, ça se passe dans votre cerveau, ça se passe aussi dans votre corps. Soit encore une fois, votre corps n'est pas totalement coupé, c'est-à-dire que si à un moment donné, quelqu'un vous prend et vous emmène, ce qui arrive notamment parfois, alors plus chez les enfants que chez les adultes, mais le nombre d'enfants qu'on emmène comme ça, parce qu'ils sont endormis quelque part et on les change de lit pour les mettre dans leur lit, par exemple, mine de rien, ils sont capables quand même de ressentir cette sensation-là. Si elle est faite d'une manière inadaptée ou douloureuse ou quoi que ce soit, ou dangereuse, l'enfant va se réveiller. D'accord? Donc, on n'est pas totalement coupé. Si par exemple, à un moment donné, vous dormez et que vous sentez l'odeur de la fumée, ça va vous réveiller. Vous voyez, on a un certain nombre de fonctionnements comme ça qui ont pour but votre survie, qui restent quand même en veille, mais le reste des fonctions qui ne sont pas forcément utiles pendant le sommeil va se mettre vraiment en off, et ça va vous permettre justement de laisser le corps se reposer, se relâcher, décharger un peu les tensions, recharger les batteries, et c'est ça en fait qui permet à votre corps de se réveiller plus reposé. Vous voyez? Donc pour en revenir au rêve, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a Émilie qui nous dit c'est pour ça qu'on a du mal à raconter après. Ouais, parce que tout s'est passé en quelques secondes et qu'on doit remettre tout en place. En fait, on ne doit pas forcément remettre tout en place. On cherche à remettre tout en place, en fait. Pour le raconter ou pour s'en souvenir, on se raconte une histoire à partir de ce qu'on a perçu, en fait. C'est un peu comme quand on arrive sur je sais pas, une scène de crime, je sais pas, peu importe, et que tu n'as accès qu'à quelques éléments et qu'en fait, tu vas te raconter une histoire par rapport à ça. Je sais pas, tu arrives chez toi...
tu trouves la fenêtre ouverte, la maison en bazar, et ben tu vas te raconter qu'il y a un cambrioleur qui est venu, qui a mis tout le bazar, mais tu l'as pas vu en fait. Mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire que quand tu essayes de raconter ton rêve, tu as quelques éléments sensoriels ou visuels ou auditifs qui peuvent te rester en trace mnésique dans ton conscient, mais vu qu'il te manque plein d'éléments, tu vas essayer de combler le vide. Encore une fois, votre cerveau aime bien combler le vide, il aime bien donner du sens aux choses, et du coup, il va raconter une histoire à partir de ça. De toute façon, vu que c'est un rêve, vous n'avez même pas d'obligation à ce que cette histoire soit vraiment purement logique. Voilà, même des choses où vous allez raconter ça en disant « Ouais, c'est pas logique, mais c'était comme ça ». Donc, vous avez beaucoup plus de liberté que si ça se passait dans la vraie vie. Donc, effectivement, c'est une preuve d'imagination que de pouvoir raconter un rêve. Non, on en parlera après. Donc, par rapport à ce qui se passe en neuro, encore une fois, ils font plein d'études, justement, sur le somnambulisme, les rêves, voilà. Je sais qu'ils étudient énormément aussi l'hypnose, parce qu'il y a des mécanismes un peu similaires. Ils travaillent beaucoup aussi sur les rêves éveillés dirigés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire justement alors moi, je faisais ça l'année dernière en atelier d'auto-hypnose, où j'accompagnais des gens dans le fait d'apprendre à mettre en place des rêves éveillés. C'est-à-dire, on va créer un monde imaginaire dans lequel on va se balader comme si on était dans un rêve, et en même temps, ça va nous permettre justement d'avoir accès à certaines ressources plus inconscientes qui vont permettre de dépasser des difficultés, d'aller chercher des ressources. Bref, on peut être dans des choses très éloignées de la réalité, mais qui peuvent être tout aussi intéressantes. Ok, donc je vous ai parlé de ça. En chamanisme, si je vous parle de l'interprétation, tous les mouvements chamaniques et ésotériques parlent du rêve, et religieux aussi parlent du rêve, encore une fois, comme un moment où finalement on se connecterait plus à d'autres formes de conscience ou d'autres éléments avec lesquels on n'est pas en connexion ou moins en connexion quand on est éveillé. On est vraiment sur des notions justement de rêve prémonitoire, de rêve lucide, des notions de transcendance, vous voyez, de transe. Donc on peut avoir effectivement dans tous les mouvements chamaniques, ésotériques et religieux une interprétation du rêve qui va être vraiment comme la parole ou le message ou une information, mais qui viendrait d'ailleurs et qui viendrait pas forcément de la personne, en fait, qui viendrait d'un autre monde, d'une autre dimension, d'un dieu, je sais pas, d'un truc un peu parallèle, d'un ancêtre, d'un autre soi ailleurs sur Terre. Voilà, il y a plein d'interprétations justement du rêve qui sont un peu comme des portails vers d'autres formes de réalité subjective. Ok ? Donc je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est pas trop ma partie forcément, mais ça fait partie des interprétations qu'on peut avoir. Et d'ailleurs sur internet, si vous tapez interprétation des rêves, vous allez avoir quelques résultats qui sont des résultats qui sont plutôt issus des mouvements religieux ou des mouvements chamaniques, et qui vont vous donner une interprétation religieuse ou chamanique des symboles dans votre rêve. Ok, il y a aussi l'EMDR qui parle de rêve. Alors l'EMDR, ça fait partie des dernières thérapies. Alors c'est pas les dernières, parce que ça fait un peu longtemps que ça existe, mais en tout cas c'est les dernières révolutions thérapeutiques validées par l'OMS. Et donc c'est Eye Movement, je ne sais plus, Disease Treatment, enfin bref, EMDR. J'ai pas les deux dernières, mais en tout cas, on est sur le fait que pendant le rêve, il y a un traitement de l'information qui se fait. Donc en gros, ils sont en train de dire que pendant le moment du sommeil paradoxal, à ce moment-là, vous voyez, en fait, c'est le moment où concrètement, il y a une activation cérébrale et on peut observer que les yeux bougent sous les paupières des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça. C'est assez flippant. En général, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est en train de rêver et qu'il a les yeux qui fait... Vous voyez, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et ben en fait, selon le mouvement de l'EMDR, en fait, ça sera à ce moment-là que le cerveau retraite l'information de la journée et les informations traumatiques ou les informations un peu lourdes qui se sont passées. Et en fait, le fait qu'il y ait un mouvement des yeux comme ça de gauche à droite, ça serait
le fait que cerveau droit et cerveau gauche vont s'activer de manière alternative. Et du coup, ça fait bouger les yeux. Et en tout cas, le fait de bouger les yeux va activer de manière alternative cerveau droit et cerveau gauche. Et ça va permettre en fait de traiter l'information et de séparer en fait l'émotion reliée de l'information et de la situation qu'on a vécue de l'information, donc la situation vécue. Vous voyez, c'est une histoire de digestion en fait de l'information de manière à ce que finalement l'information de ce que vous avez vécu puisse aller en mémoire à long terme et que finalement l'information soit digérée. C'est ce qui se passe quand je sais pas, vous avez vécu une grosse journée et vraiment vous êtes un peu affecté par cette journée, vous dormez, le lendemain matin vous vous réveillez et vous avez l'impression que finalement vous avez digéré le truc pendant la nuit. Voilà, donc ça s'appuie vraiment sur ces théories-là qui permettent en fait de dire que au moment du rêve, le rêve, son fonctionnement, sa fonction, ça serait de traiter l'information qui est chargée émotionnellement et ça serait le fait en fait de séparer l'émotion et l'information, digérer l'information et classer l'information. Donc encore une fois, on est sur un champ théorique, n'empêche qu'il y a tout un mouvement thérapeutique qui a été basé à partir de ça, qui a été reconnu par l'OMS, qui s'appelle le MDR, donc en gros qu'on utilise souvent justement lorsqu'il y a des traumatismes, c'est-à-dire des événements très chargés émotionnellement et sur lesquels on a l'impression qu'il n'y a pas de traitement de l'information, c'est-à-dire que la personne est toujours dans l'émotion comme si elle venait de le vivre, même des années après. Mais dans ce cas-là, avec le MDR, le principe, ça serait que en faisant bouger les yeux des gens et d'une certaine manière, ça permettrait justement de faire artificiellement ce travail-là d'alternance cerveau droit, cerveau gauche et d'activation cerveau droit, cerveau gauche relié à la pensée de cet événement-là et ça permettrait de digérer l'information. Donc, c'est juste pour vous parler de ça en lien avec le rêve parce que cette approche-là nous dit que finalement, c'est ce qui se passerait pendant le rêve et pendant le sommeil paradoxal et que ça serait même l'intérêt finalement du sommeil et surtout du rêve dans le sommeil. Donc en gros, ça serait de traiter les informations. Voilà. Donc, les scientifiques savent pas, le MDR dit que c'est ça qui se passerait. Ça rejoint aussi un peu ce que disait quelque part Freud par rapport au refoulé, au fait qu'il y avait des choses qui étaient compliquées, qui étaient inavouables, qui étaient indigestes, qui étaient voilà, sa fameuse poche à caca psychique. Mais je déteste l'appeler comme ça, c'est vraiment horrible comme appellation. Mais en tout cas, ça serait ce qui se passerait. Et du coup, on est vraiment dans des interprétations qui se rejoignent. Alors, est-ce qu'elles se rejoignent parce que c'est la vérité? Est-ce qu'elles se rejoignent parce qu'elles s'influencent les unes les autres? On ne sait pas, mais en tout cas, le rêve aurait cette appréciation-là. Alors après, vous avez bien sûr l'interprétation des rêves selon Google et selon les mécanismes féminins. On n'a rien de moins scientifique. On n'est vraiment pas dans du scientifique. Même moi, demain, je peux vous pondre un article. Même vous pouvez même écrire un article en disant voilà, alors si vous rêvez je sais pas, d'une bouteille d'eau, alors ça veut dire que bientôt, que vous êtes à sec, parce que la mienne est vide, que vous avez peur de manquer bientôt, vous avez peur de devenir pauvre. Vous avez peur, enfin on pourrait faire des liens partout en fait. Ça demande juste un peu d'imagination et un peu de talent de rédaction, mais sinon on pourrait bien évidemment faire des liens entre tout. Donc Émilie nous a écrit, alors tac. Alors mes rêves ne sont pas souvent logiques et très peu anodins aussi. Ça part dans tous les sens et dans l'irréel. Alors encore une fois, un rêve n'a pas de volonté à être réel. C'est pas grave s'il n'est pas réel, parce que de toute façon, il est dans sa réalité à lui. Quelle est la réalité du rêve? Donc voilà le nombre de fois où, je sais pas, les uns les autres, vous avez déjà imaginé que vous rêviez, que vous voliez, en fait. Ou vous étiez en train de voler, ou que vous étiez tout petit ou hyper grand, ou que vous étiez un dragon, une princesse, enfin voilà. Ça n'a pas de volonté d'être réel. Pour le coup, ça dépend vraiment de ton univers psychique. On voit très bien une corrélation en fait entre le rêve et la manière dont la personne fonctionne. Clairement, s'il y a des gens qui sont très créatifs, très dans l'imagination, eh ben on va avoir des rêves qui sont très créatifs et très dans l'imagination. Si on a des personnes qui sont très cartésiennes, très rationnelles, eh ben dans le rêve on va avoir des choses très rationnelles, très cartésiennes, voire très violentes aussi, mais on peut avoir ce genre de choses. Après, encore une fois, vu que vous rêvez à peu près
4 à 5 fois, entre 4 à 6 fois selon votre sommeil par nuit. Bien évidemment, si vous ne vous souvenez pas de tout, c'est normal. Mais peut-être que tous les rêves, quand tu dis il y a peu de rêves anodins, c'est peut-être juste que tu t'en souviens pas, en fait. Et je le souhaite pour toi. Parce que quel serait l'intérêt de se rappeler de ces rêves anodins? Ils t'apportent rien, en fait. Et puis en plus, ils n'étaient pas assez chargés émotionnellement pour soit t'avoir réveillé, soit t'avoir marqué. Enfin voilà, même dans la vraie vie, tu ne te souviens pas de tout ce qui est anodin dans ta vie. C'est un peu le principe. Voilà. On peut s'en souvenir quand on est réveillé, par contre. Quand on se réveille pendant un rêve anodin, bah, des fois on se dit mais pourquoi, comment ça se fait que je rêvais de ça? C'est pas du tout intéressant. Mais voilà. Ah oui, merci Soumaya d'avoir retrouvé le MDR. Donc eye movement, desensibilisation and reprocessing. Ok, donc on est vraiment là-dessus. Moi, je me doute bien que tu as cherché Soumaya, mais moi aussi, hein, je cherche à chaque fois, je ne me souviens jamais, mais alors absolument jamais de ce que ça veut dire. Et vu qu'en plus je suis une bille en anglais, voilà. Alors, Émilie nous dit aussi, quand je suis malade aussi, je reprends plein d'éléments de la journée et ça tourne en rond dans ma tête et ça se transforme en cauchemar avec des sensations désagréables. Alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que tu peux avoir des sensations désagréables parce que tu penses à des choses qui tournent dans ta tête, mais ça peut être aussi que tu as des sensations désagréables dans ton corps parce que tu es malade et que du coup ton cerveau va donner une autre interprétation à ça. Et donc ça, c'est hyper fréquent aussi, c'est-à-dire que le peu d'informations que ton corps reçoit, si peu qu'elle soit pas comme d'habitude, eh ben ça peut lui donner l'occasion en fait de créer une histoire par rapport à ça. Si par exemple, je sais pas, ça arrive très souvent aux femmes enceintes, par exemple. Les femmes enceintes, vu que le fait d'être enceinte, c'est quand même pas leur quotidien, c'est quelque chose qui arrive quand même de manière assez soudaine dans une vie et on n'a pas forcément, on ne sait pas exactement quelle sensation ça peut faire, et bien très très souvent les femmes enceintes vont rêver que elles ont un extraterrestre dans le ventre, que je sais pas, qu'il y a une bombe à retardement dans leur ventre, enfin bref. Déjà parce que, un, elles sont dans une situation qui peut être source de stress, et puis deux, parce qu'en fait, elles ont vraiment des sensations réelles dans leur ventre au moment où elles dorment. En plus, la nuit, c'est là où le bébé bouge le plus en général. Donc, c'est source en fait d'énormément de cauchemars chez les femmes enceintes, plus le fonctionnement hormonal et tout ça. Donc, ça, c'est totalement normal. Donc, tu vois, ça peut aller dans les deux sens, en fait. Ok, je crois que j'ai vu tous les commentaires. Je continue. Alors, mon interprétation à moi des rêves. Donc, je vous ai dit pour la psychanalyse, la neuro, le MDR, le chamanisme, les magazines féminins et mon interprétation à moi, telle que moi je l'utilise. Alors, pour moi, c'est vraiment le rêve. Pour moi, ce qui est important à avoir en tête, c'est que pour moi, vous êtes tous les éléments de votre rêve. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans votre rêve, c'est votre cerveau qui l'a construit. D'accord? Même s'il est allé le chercher dans votre mémoire, c'est quand même votre mémoire. Donc, c'est comme si votre cerveau était le metteur en scène et que du coup, tout lui appartient. Tout est à lui. Et du coup, des fois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais j'ai rêvé que... je sais pas, que je me disputais avec ma mère, mais elle était vraiment, vraiment hyper méchante, et franchement, c'était vraiment pas cool ce qu'elle me disait et tout ça. » Oui, mais en même temps, c'est votre rêve, donc c'est vous qui lui avez fait dire ces choses-là. Donc en fait, ça parle peut-être plus de vous et de vos craintes par rapport à ce qu'elle pourrait dire ou penser de vous, plutôt que de ce qu'elle pense vraiment. Donc c'est là où il faut faire la différence entre le rêve et la réalité. Tout ce que les personnages de votre rêve disent, ou sont, ou font, c'est vous qui leur faites jouer ces rôles-là, en fait. Pas de manière consciente, hein, bien évidemment, vous dormez. Donc on ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit. Mais ça parle plus de vous et de vos craintes que de la réalité, en fait. Donc ça, c'est une approche que j'ai, moi, en thérapie. Dès qu'on me parle de rêve, j'ai toujours ce petit truc de me dire, attention, la personne me parle d'autres personnes, mais en fait, ça reste elle. Elle et sa perception des personnes et ses craintes par rapport à cette personne. Donc, dites-vous vraiment que voilà, vous êtes tous les éléments de votre rêve, puisque c'est votre rêve, c'est vous qui le construisez. Deuxième élément que j'utilise beaucoup, c'est justement, ça permet de voir le niveau de créativité, en fait, d'une personne. Si le rêve est hyper pragmatique, en général, on est sur des gens... c'est pragmatique, c'est carré et tout ça. Et généralement, quand on travaille sur ça, eh ben, on voit aussi les rêves se modifier. On a des rêves qui, d'un coup, deviennent un peu plus ambigus, ou un peu plus irréalistes, ou créatifs, ou un peu plus imaginaires, ou on libère... Enfin voilà.
Donc moi je pars vraiment du principe que le rêve, ça va nous permettre d'avoir des éléments, des indicateurs de qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau psychique. Et très 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 souvent, je fais la suggestion même aux personnes, donc quand j'utilise l'hypnose notamment, je fais la suggestion qu'il va y avoir des rêves entre cette période, entre cette séance et la séance d'après, ce qui va permettre au conscient de pouvoir justement faire passer des informations, à l'inconscient de faire passer des informations de ce qui se passe du traitement dans le conscient, ce qui va permettre aussi à la personne d'être plus attentive aux rêves qu'elle fait entre les deux séances, et ce qui va nous permettre d'avoir accès encore plus à ce qui se passe du travail un petit peu en coulisses de son inconscient. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Bon, vous aurez toujours les personnes qui, comme moi par exemple, alors, c'est très très rare que je rêve parce que je dors, mais alors, comme une souche. J'ai un sommeil, mais je pense que beaucoup m'ont envie d'avoir un tel sommeil. C'est un sommeil qui marche très très bien. Et donc, je fais très peu de rêves, en tout cas, j'en fais beaucoup. Ça, je sais que je fais beaucoup de rêves, mais finalement, ça doit être bien intégré parce qu'à la fin, quand je me réveille, il n'y a pas grand-chose qui a filtré. Vous voyez? Mais en tout cas, quand on est en travail psychique, très souvent, on a des personnes qui du coup sont un peu plus sensibles, on va brasser, on va toucher des choses plus sensibles pour elles. Donc du coup, il y a énormément plus de rêves pendant cette période-là. Alors il y a beaucoup de rêves dans les périodes de chamboulement et il y a aussi beaucoup de rêves pendant les périodes de thérapie parce que ce sont des périodes de chamboulement. On n'est pas là pour planter les poireaux, quoi. On est là pour bouger un peu le truc et pour faire en sorte qu'il se réadapte différemment. Alors, j'ai vu que Émilie nous avait mis un petit commentaire. Ah non, c'est pas Émilie, c'est Audrey. Ah, intéressant ça, ce qu'on fait dire aux personnes dont on rêve. Oui, c'est bien possible. Et oui. Même quand tu dis, j'ai peur que l'autre, il me dise ça et qu'il pense ça de moi. Ok, mais c'est toi et ta peur. En fait, ça veut pas dire que l'autre pense ça, ça veut dire que c'est ta peur à toi. C'est ce qu'on appelle une projection. Et ben dans le rêve, au moins la personne ne peut pas dire que c'est pas elle, parce qu'en fait c'est son rêve. Donc c'est un peu plus facile à imaginer. J'ai toujours l'image, mais pas le son. Zut, tu ne m'entends pas, Dunia? Ou tu as l'image dans ton rêve et pas le son? Peut-être que c'est dans ton rêve en fait, parce que depuis tout à l'heure tu nous réponds, donc je pense que ça devrait aller. Mais ouais. Alors Soumaya, elle me dit, haha, il m'est arrivé une fois, peut-être deux, de me réveiller très remontée contre quelqu'un qui m'a strictement rien fait. Classique. Parce qu'il ou elle m'avait fait une crasse dans le rêve et que ça m'aide quelques minutes pour ne plus être remontée tout en sachant pertinemment qu'elle n'y est pour rien. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une vraie réalité subjective. Moi je me souviens d'un rêve, non j'en ai fait plusieurs, mais je me souviens d'un rêve où dans ce rêve-là, je me cassais la jambe. Alors on pourrait l'interpréter, ceux qui veulent faire de la psychanalyse de comptoir, interprétez-moi ce rêve si vous voulez. Mais en tout cas, je me cassais la jambe et pendant une demi-journée, j'ai boité. Je ne pouvais pas, je ne faisais pas confiance en ma jambe. Je me disais, mais non, mais j'avais même la sensation presque d'avoir mal, alors qu'en fait, il ne s'était rien passé du tout. Mais j'étais persuadée que j'avais quelque chose, quoi. Vous voyez? Donc les rêves peuvent être hyper puissants quand ils sont vraiment très réaliste et qui ressemble un peu à la réalité en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la personne avec qui tu t'es pris la tête dans ton rêve, Soumaya, en fait c'est peut-être une personne avec qui tu suspectais de pouvoir prendre la tête dans la vraie vie en fait. On est vraiment dans les rêves de traitement de l'information, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être déjà un malaise avant et que le fait qu'il se soit passé ça dans ton rêve, du coup c'est venu un peu attiser ta peur, en fait. Ta peur à toi qu'il se passe ça. Mais oui, mais c'est incroyable. Non, mais je suis d'accord. Il y a des choses comme ça qui sont incroyables. Il y a une copine à moi qui m'avait raconté un jour qu'elle avait rêvé qu'elle était enceinte. Et du coup, mais elle est restée persuadée pendant plusieurs jours, en fait, qu'elle était vraiment enceinte, alors que c'était vraiment un rêve. Et du coup, elle avait des nausées et tout ça, alors qu'elle l'avait juste rêvé. Et en fait, elle n'était pas du tout enceinte. Mais ça lui a permis en fait de se rendre compte qu'elle avait envie d'être enceinte finalement. Bon bref, après elle a fait un bébé. Donc voilà. Donc je suis Tata. Je suis marraine d'une petite fille trop mignonne. Mais du coup, je me souviens, elle m'en avait parlé. Elle m'avait dit, oh là là, mais j'ai fait un rêve, j'étais enceinte et tout ça. Mais je suis sûre que c'est vrai. Enfin, et franchement, elle est restée plusieurs jours vraiment là-dedans. Donc un rêve peut être vraiment très très fort et puissant en termes de ressenti. Et c'est important en fait de valider le fait que ce soit puissant et le fait que ce soit un rêve. Oui, pour la jambe, c'est fascinant.
je te garantis que quand je boitais, je me sentais vraiment ridicule parce que moi aussi, je savais que c'était un rêve et qu'il n'y avait pas de raison et tout. Mais si j'y prêtais pas attention, je boitais. C'est comme ça parce que mon rêve était paraissait tellement vrai que du coup, ben, ça fait ça. Ben, comme toi avec le fait que tu te sois pris la tête avec quelqu'un dans ton rêve. Ok, on continue un petit peu, mais l'heure tourne, dites-moi. Je vais avancer un petit peu. Donc, comme je vous disais, voilà, pour moi, le rêve, c'est vraiment une forme de créativité. C'est totalement normal que les gens rêvent, qu'ils fassent des rêves, même qu'ils ne s'en souviennent pas, c'est normal aussi. Si quelqu'un arrive et qui me dit, moi, je rêve jamais, je vais juste lui dire, mais en fait, c'est juste que vous vous en souvenez pas, mais probablement que vous rêvez, en fait. Ça, le seul moyen de le savoir, ça serait de faire un électroencéphalogramme pendant le sommeil de la personne, et ça serait justement Enfin, moi, je pars du principe, je suis un peu comme dans le MDR, c'est-à-dire que pour moi, le rêve, c'est le moment justement où le cerveau intègre les informations de la journée et donc intègre les apprentissages aussi de la journée. Voilà, c'est ma façon de le percevoir, qui est partagée aussi par le MDR en partie, voilà, qui est partagée aussi par les neuroscientifiques en partie. Mais pour moi, voilà, c'est à ce moment-là que les informations de la journée vont être traitées et archivées en fait. Et du coup, pour moi, quelqu'un qui aurait un problème par rapport au rêve et qui ne rêverait pas du tout, ça serait pathologique pour le coup. Et ça se verrait parce que cette personne-là, déjà, se réveillerait vraiment mal parce que du coup, elle ne traiterait pas les informations, donc elle pourrait être surchargée émotionnellement. Et puis, elle serait aussi très très mal parce qu'elle n'apprendrait rien, en fait. Et il y a des pathologies, vraiment, où le sommeil est perturbé, et je suis convaincue que les rêves, du coup, sont perturbés, comme par exemple certaines dépressions, comme par exemple certains troubles anxieux. Donc, on sait qu'il y a certaines pathologies qui perturbent le sommeil et du coup qui perturberaient les rêves. Mais encore une fois, tout ça, on est dans un champ théorique. Là, on n'a pas vraiment prouvé quoi que ce soit. Après, sur les gens qui ne rêvent pas du tout, je sais pas s'il y a des données là-dessus. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, quelqu'un qui rêverait pas du tout, je pense qu'il n'irait pas très bien, clairement. C'est un signe de bonne santé, en fait, de rêver et de pas s'en souvenir aussi, en fait. Donc, voilà, si vous rêvez, c'est bien. Si vous vous en souvenez pas, c'est bien aussi, en fait. Tout va bien. D'accord? Du moment où quand vous vous réveillez, vous êtes bien, c'est qu'a priori, vous avez eu un sommeil de qualité. Ouais? Ok. Donc, maintenant, la question, ça serait de se dire, ok, moi, j'ai bien envie de travailler sur mes rêves et j'ai bien envie de m'en souvenir. Et bien, en fait, on peut travailler sur le fait de s'en souvenir. Et c'est ce que font certains chamans, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à porter une attention particulière à leurs rêves de manière à pouvoir s'en souvenir. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est vraiment des trucs et astuces pour vous rappeler de vos rêves à tester. Voilà, pour ceux qui veulent tester de se souvenir de leurs rêves et de laisser filtrer plus d'informations, et bien vous pouvez le faire, d'accord? Donc déjà, il faudrait se demander à quoi ça vous sert, déjà. Pourquoi vous voulez le faire? Parce que mine de rien, ça fonctionne bien comme ça. Pourquoi vous voulez être conscient de vos rêves? Alors ça peut être à but exploratoire, pour mieux se connaître, parce que mine de rien, quand vous savez comment vous fonctionnez dans votre rêve, ça vous donne énormément d'informations sur comment vous fonctionnez. Moi, je l'utilise en thérapie et j'apprends aux gens à se souvenir de leurs rêves justement pour avoir plus d'informations sur le travail psychique qui se passe en off, notamment quand les personnes ne se rendent pas compte de tout ce travail-là. Donc on travaille vraiment sur ça. Mais voilà, il faudrait vous demander, ok, pourquoi vous voulez vous souvenir de vos rêves alors qu'a priori ça marche bien. Ok? Donc, se rappeler de ses rêves, encore une fois, ça dépend de la qualité de votre sommeil. Si vous avez un sommeil hyper léger qui est tout le temps entrecoupé, vous avez plus de risques ou plus de chances de vous souvenir de vos rêves parce que vous risquez de vous réveiller pendant votre phase de sommeil paradoxal, ce qui fait que votre cerveau n'a pas eu le temps de passer à autre chose ou d'archiver ou de passer à une autre phase qui est moins active en fait. Donc à la fin de vos rêves, normalement, hop, le cerveau redevient avec une activité moyenne, modérée, moins actif en tout cas. Et du coup, là, normalement, vous n'avez plus vraiment accès à ce qui s'est passé avant. C'est fini en fait. Donc, si vous avez un mauvais sommeil, vous allez plus vous souvenir de vos rêves. Donc, le but, c'est de ne pas forcément s'en rappeler en perturbant le sommeil. Ce qui serait une façon de s'en rappeler. Ce que les scientifiques ont fait d'ailleurs, ils faisaient exprès de réveiller les personnes pendant le sommeil paradoxal pour que les personnes racontent leurs rêves. On sait que ça, il ne faut pas le faire trop longtemps parce que sinon, les personnes, leur état de santé va décliner très très rapidement. Donc, se rappeler de ses rêves, ça dépend aussi de la nature et de l'intensité du rêve. Si vous avez un rêve très émotionnel, ou alors très marqué en termes de thématique,
Vous voyez, si c'est un rêve, je sais pas, sexuel, ou si c'est un rêve violent, ou si c'est un rêve, voilà. Dès que c'est un peu fort émotionnellement, vous avez plus de risques de vous réveiller. Parce que justement, il y a une activation intense qui risque de faire sauter le fusible du sommeil, en fait. Donc ça, c'est important de savoir. Mais on ne va pas aller vers ça. On va se demander finalement comment se souvenir de ses rêves, par exemple le matin. Donc une des stratégies pour se souvenir de son rêve le matin, c'est qu'au moment où vous allez vous réveiller, au moment où vous allez commencer à vous réveiller, vous allez garder les yeux fermés. Le but, c'est de garder les yeux fermés, de ne pas les ouvrir. Et du coup, quand vous allez garder les yeux fermés, vous allez essayer de remonter aux dernières choses dont vous vous souvenez de vos rêves. Parce que vous serez encore dans un demi-sommeil. Et du coup, vous allez essayer de grappiller un maximum d'informations de vos rêves. Vous n'obtiendrez pas tout, parce qu'il y a énormément de choses dans un rêve, mais ça va vous permettre déjà de grappiller quelques éléments de ce qui a pu se passer, de la thématique, de ce qui s'est passé. Voilà. Donc déjà, ça c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est de le noter. C'est-à-dire, c'est moins efficace que de se le raconter et de rester dans le rêve et de se le raconter vraiment, hein, mais de le noter. Parce que pour le noter, vous allez quand même devoir vous réveiller vraiment pour écrire. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est moins efficace parce que vous n'êtes plus dedans, en fait. Et du moment où vous êtes sorti du rêve, du moment où vous êtes réveillé, vous n'avez plus vraiment accès à ce fonctionnement-là. Mais en tout cas, si vous vous réveillez et vous venez juste de rêver quelque chose, d'avoir toujours un papier, un stylo sur votre table de nuit de manière à noter. Vous voyez, ça va être intéressant. Et même si c'est que quelques mots, quelques phrases, une image. Moi, je sais qu'à un moment donné, je dessinais en fait ce dont j'avais rêvé. Je me faisais un croquis vite fait pour m'en souvenir. Ça peut être tout à fait intéressant. Ça peut vous donner pas mal d'idées de ce qui se passe dans votre rêve. Par rapport au fait de le raconter, c'est un peu comme quand on le note. C'est-à-dire que votre rêve, quand on le raconte, on est dans de la narration, on est dans du mot. Et du coup, on a besoin que ça soit logique. En fait, parce que autant sur des sensations, on peut avoir des sensations qui sont décoordonnées, qui peuvent se mélanger, autant sur des mots, le mot il a du sens. Et du coup, on a besoin que le sens soit logique, et notamment quand on le raconte à quelqu'un, on a besoin que le sens soit logique, donc on rajoute du sens pour rendre ça logique. Donc c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, vous regardez quelqu'un, enfin vous êtes le matin, quelqu'un se réveille et vous raconte son rêve. Oh là là, j'ai rêvé de ça, il s'est passé ça. Et puis une autre personne se réveille et la même personne va raconter à cette deuxième personne. Et en fait, vous identifiez que quand elle raconte à l'autre personne, c'est pas exactement la même version que la version qu'elle vous a donnée à vous. Et puis s'il y a une troisième personne et qu'elle le raconte aussi à la troisième personne, en fait, le rêve il se modifie au fur et à mesure qu'elle le raconte, en fait, parce qu'il s'alimente au fur et à mesure qu'on le raconte, au fur et à mesure qu'on a du feedback de l'autre, de voir est-ce que c'est logique ou pas, ou est-ce que c'est intéressant ou pas. Et du coup, il y a une modification au fur et à mesure qu'on le raconte. On est vraiment là-dedans. C'est une construction qui est totalement flexible et aléatoire et qui va permettre en fait de voir qu'en fait, c'est ce qu'on appelait l'élaboration secondaire en fait chez Freud. C'est-à-dire que ça permet en fait de voir le fonctionnement psychique de la personne, de voir à quel point elle est influencée par le regard de l'autre et le retour de l'autre, et de voir finalement qu'est-ce qu'elle essaye de faire en racontant ce rêve aux personnes. Probablement que c'est soit de décharger émotionnellement, soit elle essaye de paraître intéressante, soit... enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on raconte son rêve. En général, c'est que c'est fort émotionnellement quand on raconte. Mais en tout cas, pour vous rappeler de vos rêves, il y a ces techniques-là qui sont des techniques très très simples. Rester dans le rêve, c'est-à-dire, on appelle ça jupjoter aussi, quand on essaye de fermer les yeux comme ça et puis de se raconter son rêve et en fait on essaye d'y retourner en fait dans le rêve. Même en étant réveillé, mais on essaye d'y retourner. Ça s'appelle jupjoter. Magnifique mot de la langue française qui existe vraiment, mais qu'on n'utilise jamais. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y aura pas vraiment de raison de l'utiliser. Mais donc voilà, donc vous avez le fait de le faire durer, le fait de le noter, le fait de le raconter. Moi, de la manière dont je le travaille en thérapie, en fait, vu que j'utilise l'hypnose, donc on essaye de mettre en place une stratégie de la porte des rêves. C'est-à-dire que je demande à la personne de dessiner sur un papier, notamment quand c'est des personnes qui sont assez douées en dessin, je leur demande de dessiner une porte. Je leur demande de le dessiner vraiment de manière très très précise, c'est-à-dire avec vraiment
la poignée de porte, avec toutes les gonds, avec les différentes rainures, avec la serrure, avec voilà. Et je leur demande vraiment de penser à cette porte avant de s'endormir. Et on va appeler ça la porte des rêves ou la porte du sommeil, ça dépend comment on va appeler ça, quand on travaille vraiment sur ça. Notamment quand il y a des troubles du sommeil et des troubles liés aux rêves et aux cauchemars, on travaille vraiment sur ça. Et donc on crée cette porte-là de manière à ce que quand la personne va s'endormir, elle s'endorme toujours en passant par cette porte. Vous voyez? Donc ça aide déjà la personne à rentrer dans le sommeil pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, mais ça fait une sorte de rituel. Vous voyez, c'est un peu comme quand on fait avec les enfants, on fait des rituels. Ben là, ça fait une forme de rituel pour rentrer dans le rêve. Et très souvent, on décide à l'avance de ce qu'il y aura derrière la porte. C'est-à-dire, par exemple, on va décider que c'est juste la porte qui mène au rêve. Quand par exemple, il n'y a pas des rêves traumatiques ou des cauchemars, que c'est plutôt juste une porte qui permet d'accéder au mécanisme inconscient, et bien on imagine que ça mène à ça. Et donc la personne, sur plusieurs jours entre les séances, elle va travailler sur le fait de s'endormir en ayant accès à cette porte. Alors bien sûr, c'est une suggestion, mais en même temps, ça marche bien. Et quand les personnes font des cauchemars, on va imaginer cette fois-ci qu'il y a deux portes. Une porte qui mène au monde du cauchemar et une porte qui mène au monde du rêve normal, en fait, qui est pas trop intense émotionnellement. Et du coup, on apprend dans les séances aux personnes, quand elles sont dans le cauchemar, à pouvoir sortir par cette porte, éventuellement rentrer dans la porte du rêve normal ou regarder leur cauchemar, mais juste par le trou de la serrure, ce qui est beaucoup moins angoissant et ce qui leur permet d'avoir accès à l'information de ce qui se passe dans leur inconscient, mais sans pour autant y être vraiment. Donc vous voyez quoi, finalement, avec les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose, les personnes peuvent apprendre à avoir finalement une prise sur leur rêve. Et on pourrait se dire que c'est totalement bizarre et que c'est totalement étrange de faire de cette manière-là, que ça ne sont pas du tout rationnel et des choses comme ça, mais n'empêche que ça marche et que ça fait partie des techniques que peuvent utiliser justement les chamans, les personnes qui sont justement sur une autre utilisation de leur cerveau et de leurs processus cérébraux, qui utilisent en fait ce genre de protocole justement pour travailler différemment avec leur cerveau et leur partie inconsciente. Donc moi, c'est vrai que c'est une technique que j'utilisais sur moi pendant très longtemps parce que j'étais justement dans l'exploration du mécanisme inconscient et des rêves et des choses comme ça. Donc je me programmais des rêves et des thématiques de rêve, notamment quand j'avais une problématique à résoudre, par exemple. Bah, du coup, je me faisais justement, enfin bref, j'imaginais tout un protocole où derrière la porte, il y aurait la solution aux problèmes que je m'étais posé de manière consciente et auxquels j'arrivais pas à répondre de manière consciente, et la réponse était derrière la porte, là où c'était traité de manière inconsciente. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec votre rêve, parce que concrètement, derrière la porte du rêve, en fait, c'est votre appareil psychique, c'est chez vous, en fait. Ok, il y a peut-être des zones un peu plus sombres, un peu plus reculées, un peu plus inaccessibles, et c'est bien comme ça. Encore une fois, le but, c'est pas non plus d'avoir accès à tout ce qui est inconscient, parce que si c'est inconscient, c'est pour une bonne raison aussi. Mais ça peut vous aider justement à aller explorer un peu plus qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quelles sont vos ressources. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant de travailler, notamment quand on va bien, en développement personnel, de travailler et d'essayer d'explorer ce champ-là du sommeil et d'explorer un peu les rêves et des choses comme ça. C'est toujours très intéressant. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Alors je vois que y en a qui ont tiqué sur le jupe joté, mais j'aime beaucoup. C'est entre le chuchoter et et avoir un peu du jote. On est un peu là-dessus. Mais je trouve ça très très sympa. Alors, hop, mais j'ai loupé pas mal de choses, dites-moi. Qu'est-ce que tu en penses des rêves prémonitoires, si ça n'a pas déjà été traité? Ouais, on en a parlé un petit peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense? Moi, j'en pense qu'on est très souvent, encore une fois, dans des perceptions inconscientes qui sont traitées et que du coup, on est comme dans une sorte de lucidité, mais pour lesquelles on n'a pas conscience de tous les éléments qu'on a perçus, en fait. Donc voilà, pour moi, les rêves prémonitoires, on est très souvent là-dedans, on est dans une hypothèse très vraisemblable, mais des fois, on n'a pas forcément accès à qu'est-ce qui nous fait arriver à cette hypothèse-là. Par exemple, moi, quand j'avais, j'avais quel âge? J'avais 10 ans, je me suis réveillée en sursaut en imaginant que ma grand-mère était décédée, et le téléphone a sonné une demi-heure plus tard,
disant que ma grand-mère était décédée. Donc, on pourrait très bien se demander comment ça se fait. Alors, en plus, j'avais réveillé toute la maison et le téléphone a sonné 30 minutes plus tard, donc je vous dis même pas dans quel état étaient mes parents. Hein, et ils m'ont regardé comme une bête étrange pendant plusieurs semaines. Après, avec le recul, je me dis, voilà, peut-être que tout simplement, j'avais perçu qu'il se passait des choses. Voilà, je savais que ma grand-mère était à l'hôpital, je savais qu'elle allait pas bien. Voilà, peut-être qu'on est tout simplement dans un traitement de l'information perçue de manière inconsciente ou de manière juste lucide. Peut-être que, effectivement, j'ai eu accès à des informations qui, voilà, on dit souvent que les enfants ont justement un filtre différent des grandes personnes. J'en sais rien, d'accord? On ne peut pas savoir. Encore une fois, ça a été très étudié, mais il n'y a rien de scientifique totalement là-dedans. Je te propose, Soumaya, de te faire ta propre opinion là-dessus. Et voilà, si c'est un thème qui t'intéresse, il y a énormément d'écrits et de choses scientifiques et non scientifiques sur le sujet. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant. En tout cas, cette histoire de rêve prémonitoire, ça ouvre quand même le champ de pas mal de possibles. Et moi, je suis persuadée qu'on est beaucoup plus capable de plein de choses que ce qu'on croit ou qu'on sait jusqu'à présent. Moi, je suis persuadée que notre cerveau est d'une ressource inexploitée pour l'instant. Donc je trouve ça vraiment chouette. Donc j'ai du mal à croire en ça, à moins qu'on en ait lien avec des prophéties autoréalisatrices. Ça peut être aussi des prophéties autoréalisatrices. J'adore m'en souvenir et les raconter. Émilie, bah, décidément, j'avais loupé pas mal de choses. C'est vrai que c'est bien de se connaître et j'essaie de m'analyser, même si ça doit pas marcher. Oui, alors Émilie, quand on s'analyse soi-même, bah ça dépend. Des fois on tombe juste, clairement. Si tu as la capacité à prendre du recul et à t'analyser comme tu analyserais quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant. Mais effectivement, tu n'es pas totalement subjectif sur toi-même. Hein, faut être clair, mais personne ne l'est, donc tout va bien. Mais c'est déjà une première approche. J'adore les mots. Ok, j'adore les mots précis. Jupe jotée, c'est beau, merci. Mais de rien, ça me fait plaisir de te l'avoir appris. Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, lors d'une conférence justement. Donc, je suis contente de te l'avoir transmis. Donc, la technique de la porte me rappelle une technique utilisée par Freud dans une série. Je ne sais pas si c'est fondé sur le vrai protocole de travail de Freud. Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Est-ce que c'est la série Freud qui est sur Netflix? Parce que pour le coup, je ne l'ai pas regardée jusqu'à la fin. J'ai regardé genre le premier et le deuxième épisode. Faudrait que je regarde la fin d'ailleurs. Voilà, ça m'avait l'air quand même intéressant. Voilà, la technique de la porte, c'est une technique que j'avais vue. Je sais pas, j'avais dû voir ça dans un dessin animé. Tu vois, enfin, moi je suis très influencée par tout ce que je regarde. Je suis très. Pour moi, tout est objet tout peut être transformé et réutilisé en thérapie. Donc, vu que j'aime beaucoup les métaphores, la porte est une métaphore. C'est juste ça. Et c'est pas mal parce qu'encore une fois, la technique de la porte, ça permet de donner un point de départ, en fait, qui sera toujours le même et qui permet en fait de travailler et de ritualiser l'endormissement et de ritualiser l'accès au rêve. Donc c'est plutôt pas mal, ça conditionne le cerveau à se dire ok, je vais rêver, mais dans les consignes, il y avait le fait que je devais me souvenir quelque part de mes rêves, et du coup le fait de partir avec cette consigne-là, du coup on ramène plus d'infos, me semble-t-il, que si on dormait normalement sans avoir d'objectif. Il paraît que pour se souvenir de ses rêves, il faut boire un verre d'eau avant de se coucher. Ça coûte rien, on peut essayer. Dans tous les cas, sauf si ça te donne envie d'aller faire pipi la nuit, mais sinon tu peux toujours boire de l'eau, ça fait toujours du bien. Hein. Encore une fois, ça peut être en lien avec un rituel. Hein. Que tu regardes une porte et que tu penses à une porte ou que tu boives un verre d'eau, si tu imagines que c'est le verre d'eau qui va te permettre de te souvenir de tes rêves, on est dans une suggestion. En tout cas, en termes psychologiques, en termes hypno, on est sur une suggestion. Et pour moi, il n'y a pas de raison. Tu peux claquer une fois des doigts avant de t'endormir et te dire parce que j'ai claqué des doigts, du coup, je vais me souvenir de mes rêves. Ça reste une suggestion et ça peut marcher. Merci beaucoup pour l'explication sur les rêves prémonitoires. J'ai l'impression que tu m'ouvres la tête à chaque fois que je regarde l'une de tes conférences et c'est agréable. Ah, j'avais peur que ce soit très agréable. Maintenant, c'est agréable. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis vraiment ravie d'avoir passé encore une fois cette soirée avec vous. Demain, thématique, ça sera les compétences psychosociales. Donc on va totalement changer de registre, mais vous allez voir que ça va être hyper intéressant, notamment pour ceux qui ont des petits soucis relationnels sociaux, qui osent pas dire non, qui osent pas affirmer leur point de vue,
Voilà, tout ça, on va voir ça demain et vous allez voir que ça va être beaucoup plus limpide pour vous et beaucoup plus facile après. Donc voilà, encore une fois, thématique sans transition. Le rêve compétence psychosociale, on est à l'opposé, mais ça va être tout aussi intéressant. Je vous souhaite une très bonne soirée, faites de beaux rêves, surtout. N'oubliez pas de vous endormir en mettant un petit calepin à côté de votre oreiller, ça peut toujours servir. Et à la rigueur, on fera un petit débrief demain s'il y en a qui ont fait des rêves sympas si vous voulez. Et puis je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Ciao ciao!